Bonsoir. Voilà. Là, c'est bon. Comment ça va ce beau jour d'Halloween je pourrais peut-être lire un passage un peu du Seigneur des Anneaux. Je me suis dit que j'allais peut-être lire le chapitre 8, Brouillard sur les coteaux des tertres. Ouais. Donc un passage un petit peu effrayant du Seigneur des Anneaux. Ça pourrait être. Ah ouais, ça va fonctionner. Normalement, là, ça doit être. Hop, j'aurais peut-être. Oh là là, j'ai reçu des bouquins de la maison d'édition, donc Grande hors collectif. Mon micro est calé, enfin le câble, j'arrive pas. Allez hop, on va commencer à lire. Voilà, je sors ma belle édition bien utilisée de ma fraternité de l'anneau qui a vécu 10 000 ans. Ah, donc c'est le chapitre 8 qui s'appelle Brouillard sur les coteaux des tertres. Hop, tes souhaits. Hop là. Cette nuit-là, ils n'entendirent aucun bruit. Mais dans ses rêves ou en réalité, il n'aurait su le dire, Frodo entendit un doux chant courant dans sa tête. Un chant qui semblait filtrer comme une pâle lumière derrière un rideau de pluie grise et s'intensifier de sorte que le voile se fit tout de vert et d'argent, jusqu'à ce qu'enfin il s'écarte et qu'une contrée verdoyante et lointaine se fasse jour à ses yeux sous un rapide lever de soleil. Coucou Respawn, comment ça va? Tu vas bien? Et coucou Shizu-sama. Cette vision se mua en réveil. Et voilà que Tom se trouvait là, sifflant comme autant d'oiseaux perchés à l'arbre. Et le soleil dardait déjà ses raies obliques sur la colline à travers la fenêtre ouverte. Dehors, tout était de vert et d'or. Après le petit déjeuner qu'ils prirent de nouveau seuls, ils se préparèrent aux adieux, le cœur presque aussi lourd qu'il se pouvait par une si belle matinée. Claire, immaculée, sous un ciel lavé du bleu délicat des matins d'automne. L'air frais arrivait du nord-ouest. Leur tranquille poney était presque fringant, fléant et remuant nerveusement. Tom sortit de la maison, agita son chapeau et dansa sur le pas de la porte, invitant les hobbits à se mettre en selle et à aller bon. Ils partirent le long d'un sentier qui serpentait derrière la maison et grimpait vers le côté nord de la crête sous laquelle elle s'abritait. Ils venaient de descendre de leur poney pour les aider à gravir le dernier raidillon quand Frodo s'arrêta soudain. « Bédor !» s'écria-t-il. « Ma belle dame, toute de vert argent vêtue, nous ne lui avons jamais dit adieu, ni même ne l'avons revue depuis hier soir. » Il en était si affligé qu'il fit demi-tour. Mais au même moment, un clair appel descendit vers eux en cascade. Là, sur la crête, se tenait Bédor leur faisant signe. Ses cheveux défaits volaient dans la brise, brillant et chatoyant au soleil. Un reflet semblable au miroitement de l'eau sur l'herbe mouillée étincelait sous ses pieds tandis qu'elle dansait. « Coucou Limpucci, comment ça va ?» Ils se hâtèrent de gravir le raidillon et se tinrent bientôt à ses côtés hors d'haleine. Ils s'inclinèrent, mais d'un grand geste du bras, elle les invita à regarder alentour. Et du haut de la colline, ils contemplèrent les terres dans l'éclat du... Celui-ci était à présent aussi clair et net qu'il avait été voilé et brumeux lorsqu'ils avaient regardé de l'île, que l'on voyait maintenant s'élever pâle et verte parmi les arbres sombres à l'ouest. De ce côté, le pays se relevait en une succession de crêtes boisées, vertes, jaunes et roussâtres au soleil, masquant la vallée du Brandivin au-delà. Au sud, passé la coupure de l'Ossorondule, se voyaient de lointains reflets, comme du vert pâle, où le fleuve Brandivin décrivait une grande boucle à travers les basses terres et sortait de la connaissance des hobbits. Vers le nord, au-delà des coteaux déclinants, le pays était constitué de plaines et de renflements gris ou verts, aux teintes pâles et terreuses, et se perdait dans des lointains monotones et indistincts. À l'est se dressaient les coteaux des tertres, crête après crête dans le matin, disparaissaient hors de vue et laissant deviner quelque chose d'autre. Ce n'était qu'un soupçon de bleu et un lointain miroitement de blanc mêlé à la frange céleste, mais cette vision leur parlait des hautes et lointaines montagnes qui se dressaient dans leurs souvenirs des vies. Bien, merci. Humant l'air à plein poumon, ils avaient l'impression qu'une gambade et quelques bonnes enjambées les conduiraient où ils le désireraient. Ils semblaient timorés de longer les bords affaissés des coteaux pour aller rejoindre tranquillement la route, alors qu'ils auraient dû bondir de colline en colline, du même élan que Tom. Bédor leur parla, attirant de nouveau leur regard et leurs pensées. «
Filez à présent, mes beaux hôtes, dit-elle, et tenez-vous-en à votre dessein. Vers le nord, le vent dans l'œil gauche et une bénédiction sur vos pas. Hâtez-vous, tant que le soleil brille. Et à Frodo, elle dit adieu, ami des elfes, ce fut une joyeuse. Mais Frodo ne put répondre quoi que ce soit. Il s'inclina profondément, se mit en selle et partit au petit trot sur l'autre versant de la colline qui descendait en pente douce. La maison de Tom Bombadil et la vallée et la forêt furent perdus de vue. L'air se fit plus chaud entre les murs verts, colline contre colline, et une forte odeur de gazon vint chatouiller leurs narines. Parvenus au profond du vallon vert, ils se retournèrent et virent Bédor, à présent toute petite, se détacher sur le ciel telle une mince fleur bénie. Elle se tenait là-haut et les observait, les bras tendus vers eux. Tandis qu'ils la regardaient, elle les salua d'une voix claire. Puis levant la main, leur chemin serpentait au fond du vallon et contournait les pieds verts d'une colline escarpée pour aboutir dans une autre vallée, plus large et plus profonde. Ils gravissaient ensuite les épaules d'autres collines et redescendaient leurs longs membres pour mieux remonter leurs flancs lisses, jusqu'à de nouveaux sommets et aucun arbre, ni aucune eau visible. C'était un pays d'herbes et de gazons courts et moelleux, parfaitement silencieux, hormis le chuchotement du vent sur les contours des terres et les cris solitaires d'étranges oiseaux. À mesure qu'ils chevauchaient, le soleil montait et devenait très chaud. Chaque fois qu'ils franchissaient une nouvelle crête, la brise semblait avoir diminué. Lorsqu'ils apercevaient le pays s'étendant à l'ouest, la lointaine forêt semblait fumer, comme si la pluie tombée la veille s'évaporait maintenant sur les feuilles, dans les arbres et au sol parmi les racines. Une ombre pesait à présent sur l'horizon, comme un nuage de brume noire chapeauté par le haut ciel. Vers midi, ils arrivèrent à une colline dont le sommet était large et aplati, telle une soucoupe peu profonde aux rebords verts et surélevés. À l'intérieur, il n'y avait aucun mouvement d'air, et le ciel semblait tout. L'ayant traversé, ils regardèrent vers le nord. Alors ils prirent courage, car il semblait évident qu'ils avaient progressé plus vite. Toutes les distances étaient devenues vagues et trompeuses, mais il ne faisait aucun doute qu'ils approchaient de la fin des côtes. Une vallée allongée s'étirait sous eux, sinuant vers le nord jusqu'à une ouverture entre deux épaulements. Derrière, il ne semblait plus y avoir de collines. Droit au nord, il distinguait vaguement une... C'est une rangée d'arbres, dit Mary. Elle marque sûrement la route. Des arbres poussent tout le long, à bien des lieues à l'est du pont. Certains disent qu'ils ont été plantés dans l'ancien temps. Formidable, dit Frodo. Si nous progressons aussi bien cet après-midi que nous l'avons fait ce matin, nous aurons quitté les coteaux avant le coucher du soleil et nous irons trotter à la recherche d'un endroit où camper. Mais alors même qu'il parlait, il tourna son regard vers l'est et s'aperçut que les collines de ce côté étaient plus élevées et les regardait de haut. Et toutes ces collines étaient surmontées de monticules verts où se voyaient parfois des pierres levées et pointant comme des dents biscornues sur des gencives vertes. Cette vue avait quelque chose d'inquiétant. Alors ils s'en détournèrent et redescendirent au milieu du cercle creux. Là se dressait une unique pierre, haute, sous l'astre du jour, ne jetant à cette heure aucune ombre. Informe, elle avait pour comme un point de repère ou un doigt protecteur, ou plutôt un aversoir lunaire. Mais à présent, ils avaient faim, et le soleil de midi les gardait de toute peur. Alors ils s'adossèrent contre la face et est de la pierre. Elle était froide, comme si le soleil n'avait pu la réchauffer, mais pour lors, cette saison leur parut agréable. Kouféanor, pas de soucis. Passe une belle soirée, profite bien, il faut bien se brosser. Ils sortirent de la nourriture et des boissons et firent en plein air un repas de midi aussi bon qu'on pouvait le souhaiter. Car la nourriture venait de là-bas sous la colline. Tom les avait pourvus de tout ce qu'il fallait pour passer une belle journée. Leurs poneys déchargés vaguaient, chevauchaient sur les collines et mangeaient à leur faim, se baigner de soleil et sentir le gazon, rester allongés un peu trop longtemps, étendre les jambes et lever le nez pour contempler le ciel. Voilà qui suffit, peut-être, ce qui se passa. Quoi qu'il en soit, ils se réveillèrent soudain, mal à l'aise, d'un somme qu'ils n'avaient jamais voulu faire. La pierre levée était froide et projetait une ombre qui s'étirait longue et faible vers l'est et les enveloppait. Le soleil, d'un jaune pâle et délavé, luisait à l'ouest, à travers la brume, juste au-dessus de la cuvette nord, et au sud et à l'est s'étendait au-delà de la paroi un épais brouillard, froid et blanc.
L'air était silencieux. L'eau, les poneys s'étaient blottis. Les hobbits affolés sautèrent sur pied et coururent jusqu'au côté ouest. Ils constatèrent qu'ils se trouvaient sur une île au milieu d'un brouillard. Au moment même où ils portaient leur regard consterné vers le soleil couchant, celui-ci plongea sous leurs yeux dans un océan blanc. Et une ombre grise et froide surgit derrière. Le brouillard s'avança jusqu'aux parois et s'éleva au-dessus d'elles, et tout en montant se répandit au-dessus de leur tête pour former un plafond. Ils étaient pris dans une voûte de brume dont le pilier central était là. Malgré l'impression qu'un piège venait de se refermer autour d'eux, ils ne désespéraient pas pour autant. Ils se rappelaient la vue encourageante qu'ils avaient eue quand le tracé de la route s'était dessiné loin en avant, et ils savaient dans quelle direction elle se trouvait. Et puis cet endroit creux leur faisait tellement horreur à présent qu'il n'était plus aucunement question d'y rester. Ils remballèrent leurs affaires aussi vite que leurs doigts glacés leur permettaient. Ils menèrent bientôt leur poney à la file, franchissant le rebord, donc sur le versant nord de la colline, plongeant dans un océan de brouillard. Au fil de leur descente, la brume se fit plus froide et plus humide. Leurs cheveux dégoûtaient et leur collaient au front. En bas, le froid était si saisissant qu'ils s'arrêtèrent et sortirent cap et capuchon, lesquels ne tardèrent pas à se couvrir de fines gouttelettes grises. Puis, en fourchant leur poney, ils se remirent lentement en chemin, se guidant sur les ondulations du terrain. Ils se dirigeaient autant qu'ils pouvaient en juger vers l'ouverture en forme de portail à l'extrémité nord de la longue vallée qu'ils avaient aperçue au matin. Passé cette brèche, ils n'auraient plus qu'à continuer, plus ou moins en ligne droite, et ils finiraient par croiser la route d'une manière ou d'une autre. Leur raisonnement n'allait pas plus loin, hormis le vague espoir qu'il n'y ait plus de brouillard. Au-delà des... Ils progresseraient très lentement. Pour éviter de se séparer et d'aller chacun de leur côté, ils avançaient en file, Frodo en tête, Sam allait derrière lui, suivi de Pipin et enfin Merry. La vallée semblait s'étirer. Soudain, Frodo vit un signe encourageant. Devant lui, à travers la brume, des ombres se dessinaient de part et d'autre, et il crut qu'il s'approchait de la brèche entre les collines du portail nord des coteaux des Tertres. Une fois passé, il serait libre. « Allons, suivez-moi » cria-t-il par-dessus son épaule. Et il s'élança en avant. Mais son espoir devint bientôt confus. Les deux taches, mais elles rapetissèrent et dressées devant lui de façon menaçante, légèrement penchées l'une vers l'autre comme les montants d'une porte sans linteau, deux immenses pierres levées. Il ne se souvenait pas d'avoir rien vu de semblable au fond de la vallée lorsqu'ils avaient regardé du haut de la colline en fin de matinée. Il les avait à peine aperçues qu'il était déjà passé entre elles, et comme il les passait, les ténèbres parurent s'abattre tout autour de lui. Son poney se cabra et s'ébroua et le jeta à terre. Puis se retournant, Frodo vit qu'il était seul. Les autres ne l'avaient pas suivi. « Sam !» appela-t-il. « Pipin, Merry, dépêchez-vous. Pourquoi vous ne venez pas ?» Il n'eut pas de réponse. La peur le saisit et il repassa les pierres en criant éperdument « Sam, Sam, Merry, Pipin !» Le poney s'emballa et disparut dans la brume. À quelque distance de là, semblait-il, il crut entendre un cri « Ohé, Frodo, ohé !» Il provenait de l'est, sur la gauche, alors qu'il se tenait sous les grandes pierres. Plissant les yeux afin de percer l'obscurité, il fonça dans cette direction et se trouva à gravir une pente. Dans sa pénible montée, il appela de nouveau, ses appels se faisant de plus en plus frénétiques. Mais dans un premier temps, puis une réponse vint, faible et distante, devant lui en hauteur. « Frodo, ohé !» firent de minces voix à travers les brumes. Puis il vint un cri « À l'aide ! À l'aide !» maintes fois répété, se terminant sur un dernier « À l'aide !» qui s'étira en une longue plainte, soudain étouffée. Il s'élança vers les cris, à corps perdu. Mais toute la lumière avait disparu. Une nuit oppressante l'enserrait et il ne savait plus très bien qu'il ne cessait de grimper encore et encore. Seule l'inclinaison du sol à ses pieds lui permit de comprendre qu'il était enfin parvenu en haut d'une crête ou d'une colline. Il était épuisé et en sueur, mais transi. Il faisait complètement noir. Où êtes-vous ? Il n'eut aucune réponse. Il tendit l'oreille. Il eut soudainement conscience qu'il faisait très froid
et qu'un vent commençait à souffler sur les hauteurs. Le temps changeait. La brume passait à présent sous ses yeux et se déchiquetait. Son souffle se condensait dans l'air, et les ténèbres étaient moins proches et moins denses. Il leva le regard et constata avec surprise que de faibles étoiles apparaissaient dans le ciel, entre les stries de brouillard et de nuages pressés. Le vent se mit à siffler. Il s'imagina soudain entendre un cri étouffé et voulut s'en approcher. Et tandis qu'il avançait, la brume fut levée et écartée, dévoilant un regard circulaire lui révéla qu'il se trouvait face au sud, au sommet d'une colline arrondie qu'il avait dû gravir par le nord. À l'est, un vent cinglant soufflait. À sa droite, une forme noire masquait les étoiles de l'ouest. Un grand tertre se trouvait là. « Où êtes-vous » cria-t-il de nouveau, à la fois irrité et apeuré. « Ici » dit une voix profonde et froide qui semblait sortir. « Non » dit Frodo, mais il ne s'enfuit pas. Ses genoux ployèrent sous lui, et il s'effondra sur le sol. Rien ne se produisit, et il n'eut aucun son. Tremblant, il leva les yeux à temps pour apercevoir une grande silhouette noire, comme une ombre devant les étoiles. Elle se pencha sur lui. Il crut voir 2 yeux très froids, bien qu'animés d'une faible lueur qui semblait émaner de loin. Puis une étreinte plus forte et plus froide que le fer le saisit. Ce contact glacial lui gela les os, et il ne put se souvenir de rien. Peu effrayant comme moment. Mais c'est pas tout. Lorsqu'il revint à lui, il fut d'abord incapable de se rappeler quoi que ce soit, hormis un vague sentiment d'épouvante. Puis tout à coup, il sut qu'il était en prison. Il se trouvait dans un tertre. Un esprit des tertres l'avait pris. Il se trouvait donc. Et il était sans doute, déjà soumis au terrible sort de ces êtres maléfiques dont parlaient les histoires. Il n'osait pas bouger, restant étendu tel qu'il se trouvait, le dos contre la pierre froide, les mains. Mais malgré son épouvante, si incommensurable qu'elle semblait faire partie des ténèbres mêmes qui l'entouraient, il se prit à rêvasser à Bilbo, à ses histoires, à leurs promenades sur les chemins de la comté et à leurs conversations sur les voyages. Dans le cœur du hobbit, le plus gras et le plus timoré se cache souvent très loin, il est vrai, un grain de courage. Attendant quelque danger ultime et insurmontable, Frodo n'était ni gras ni très timoré. En fait, si lui-même n'en savait rien de la vie de Bilbo et de Gandalf, il était le meilleur hobbit. Il croyait être arrivé à la fin de son aventure, une fin atroce s'il en était. Mais cette pensée l'enhardit. Il sentit son corps se raidir, comme un dernier sursaut. Non plus lâche comme une proie sans défense. Tandis qu'il se trouvait là à réfléchir et à se ressaisir, il remarqua tout à coup que les ténèbres reculaient lentement. Une faible lumière verdâtre grandissait tout autour de lui. « Coucou, imparfait, comment ça va ?» Oh. Il ne découvrit pas d'emblée où il se trouvait car la lumière semblait émaner de sa propre personne et du sol à ses côtés, et elle n'avait pas encore atteint le plafond ou les murs. Il se retourna, puis dans la froide lueur, il vit Sam, Pipin et Merry allongés à côté de lui, couchés sur le dos, leur visage d'une pâleur mortelle. Ils étaient vêtus de blanc. De nombreux trésors gisaient tout autour d'eux, des ouvrages d'or peut-être. Mais sous cet éclairage, ils étaient froids et sans attrait. Leur front était ceint de minces bandeaux dorés et de chaînes en or décoraient leur taille, tandis que maints anneaux brillaient sur leurs mains. Des épées reposaient à leurs côtés et des boucliers à leurs pieds. Mais en travers de leurs 3 coups était posée une longue épée. Le passage des coteaux d'être brillant pour à l'autre. Je suis vraiment collée à mon micro. Je sais pas pourquoi mon micro fait ça. Vraiment désolée pour le son. Soudain, un chant se fit entendre. Un froid murmure qui s'élevait et retombait. La voix semblait lointaine et infiniment morne, tantôt fluette et aérienne, tantôt plaintive et souterraine. De cette mélopée indistincte, au son à la fois triste et horrible, se dégageaient de temps en temps des suites de mots. Des mots durs et sévères, des mots froids, cruels et abjects. La nuit injuriait le matin dont elle était dépossédée, et le froid maudissait la chaleur dont il avait faim. Frodo était gelé jusqu'à la moelle. Au bout d'un moment, le chant se fit plus net et se changea en une incantation qui lui glaça le cœur, la main et le cœur et les os, qu'une froide torpeur les confine au tombeau,
pour que les prisonniers jamais ne se réveillent, tant que n'expireront la lune et le soleil. Sous un vent de noirceur, les étoiles mourront. Toujours sur ce lit d'or, leurs corps reposeront. Lors le sombre seigneur élèvera sa main sur la terre déserte et l'océan éteint. Il entendit derrière lui une sorte de grincement et de grattement. S'appuyant sur un bras, il se redressa et put voir à présent dans la faible lumière qu'il se trouvait au milieu d'une galerie qui, derrière eux, formait un... Je vais essayer de faire... Franchement, mon micro, c'est... Quelque chose tâtonnait là, un long bras qui marchait sur ses doigts vers Sam, qui se trouvait plus près, vers la poignée de l'épée, placée tout contre son menton. Pardon. Frodo eut d'abord l'impression d'avoir été changé en pierre par l'incantation. Puis lui vint une idée folle, un ardent désir de s'échapper. Il se demanda si, en passant l'anneau à son doigt, il ne parviendrait pas à se soustraire à l'esprit des tertres et à sortir. Il s'imagina en train de courir librement sur l'herbe, pleurant la perte de Merry, de Sam et de Pipin, mais lui-même en vie, libre. Gandalf admettrait qu'il n'y avait eu rien d'autre à faire. Mais le courage éveillé en lui était devenu trop fort. Il ne pouvait abandonner ses amis si facilement. Il flancha un moment, tâtonna de sa poche, puis lutta de nouveau contre lui-même, et pendant tout ce temps, la main approchait. Soudain, sa volonté se durcit, et saisissant une épée courte qui se trouvait non loin, il se mit à genoux, penché au-dessus des corps de ses compagnons. De toutes les forces qui lui restaient, il porta un grand coup au bras rampant, l'atteignant près du poignet, et la main se détacha. Mais au même moment, l'épée se brisa en éclats jusqu'à la garde. Il eut un cri perçant, et la lumière s'évanouit. Un grognement féroce s'éleva dans l'obscurité. Frodo tomba sur Merry. Son visage était froid au toucher. Alors lui revint tout à coup à l'esprit, disparu dès l'arrivée du brouillard, le souvenir de la maison là-bas sous la colline et des chansons de Tom. Il se remémora la comptine que Tom leur avait apprise, et d'une voix frêle et désespérée, il entonna « Hola, Tom Bombadil !» Et à la mention de ce nom, sa voix sembla prendre de la vigueur. Elle retentit avec force et vitalité, faisant résonner la sombre galerie comme tambour et trompette. « Hola, Tom Bombadil, oh Tom Bombadilo, par les eaux et ou les bois, le saule ou le roseau, de jour comme de nuit, prête-nous assistance. Accours, Tom Bombadil, le besoin nous devance. » Un profond silence tomba soudain, et Frodo put entendre les battements de son cœur. Après un lent et long moment, il entendit une voix claire mais lointaine, comme sortant du sol au travers. Le vieux Tom Bombadil est un joyeux bonhomme, d'un bleu vif sa veste et ses bottes sont jaunes. Nul ne l'a jamais pris, car le maître c'est lui. Plus vite ses pieds vont, plus forte est sa chanson. Il y eut un fort grondement, comme des pierres qui roulent et qui tombent. Et soudain, la lumière fut vraie lumière, celle qui illumine le jour. Une ouverture basse semblable à une porte apparut dans le mur au pied de Frodo. Et voilà que la figure de Tom, son chapeau, sa plume et tout le reste, se découpait devant le rougeoiement du soleil levant. La lumière tomba sur le plancher et sur les visages des 3 hobbits allongés près de Frodo. Ils ne firent aucun mouvement, mais la pâleur maladive les avait quittés. Ils ne semblaient plus que très profondément endormis. Tom se pencha, retira son chapeau et entra dans la pièce en chantant. « Sors d'ici, vieil esprit, disparais au soleil, flétri comme la brume et les vents qui lamentent en pays désolé par-delà les montagnes. Jamais plus ne reviens, laisse ton tertre vide, sois perdu, oublié, plus noir que les ténèbres, aux portes de la nuit à jamais refermées, jusqu'au jour où viendra la guerre. » À ces mots, un hurlement se fit entendre, et le fond de la pièce s'effondra, en partie avec un grand fracas. Puis il y eut un long cri strident, qui finit par se perdre en des profondeurs insondables. Et enfin, Voilà. Je m'arrête là, parce que mon but, c'était de lire une partie un peu spooky pour Halloween. Chose faite, voilà. Je vous ai lu une partie spooky. Maintenant on peut bavarder si vous voulez. Ou on peut parler d'autres moments spooky, un peu effrayants d'Halloween, évidemment. J'en profite là pour vous dire bonsoir à tout le monde.
Ça fait longtemps que j'avais envie de lire ce passage parce que avec la série des Anneaux de pouvoir, il y a eu la chanson. Je sais pas, en français apparemment ça s'entendait pas très bien, mais en anglais ça s'entendait de fou furieux. Le passage avec les esprits des tertres. Il y avait le poème de, des spectres et j'avais relu tout le passage. Je m'étais dit c'est quand même trop chouette. Et j'avais vraiment envie de le lire en me disant c'est quand même effrayant quoi. Vous imaginez, vous êtes capturé, vous vous retrouvez dans un endroit où vos potes qui étaient avec vous sont allongés, sont froids comme tout, habillés en blanc, genre avec des bijoux et tout. Et surtout, il y a leurs 3 cadavres les uns à côté des autres. Et sur leur cou, il y a une épée enfin, il y a une épée qui repose juste en dessous de leur menton. Pas top l'ambiance quand même. Donc, voilà. Je me suis dit c'est quand même assez spooky que même. Je m'étais peut-être dit le passage avec le roi des morts, ça aurait pu être sympa. Ce sera l'année prochaine. Voilà, rendez-vous l'année prochaine pour un autre moment effrayant. Ouais, ouais. Ah là là. En tout cas, quel plaisir d'être là, d'avoir lu un petit peu. Toujours un peu de Tolkien. Dans le titre, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis que j'ai reçu de nouveaux livres. Ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, si vous regardez mes stories, j'ai reçu de la maison d'édition, donc hors collection, qui appartient à Grund aussi. Ça vous dit peut-être quelque chose. J'ai reçu 2 livres, donc je vais vous les montrer. On va les regarder un petit peu. Du coup, j'ai reçu dans un premier temps un livre qui est déjà sorti il y a quelque temps. Donc, vous voyez, c'est la grande encyclopédie du Hobbit. Ça, elle est sortie quand même il y a quelques années. Elle est jolie. Hein. Donc, une encyclopédie illustrée de dessins originaux pour approfondir vos connaissances de l'univers de Tolkien et retrouver la magie du voyage inattendu de Bilbo. Donc, en fait, ce livre, c'est vraiment une encyclopédie, mais qui tourne autour du livre du Hobbit. Mais vraiment, vraiment focus. Et c'est vraiment comme... désolée pour la comparaison du livre, mais c'est vraiment comme... c'est découpé en parties, un peu comme les livres de David D. Pardon, mais pour ceux qui se poseraient la question. Voilà. Vous avez les personnages, les lieux, les objets, les événements. Enfin, voilà. Vous avez différentes parties. Et de ce que j'ai lu, il est trop chouette. Voilà. Il est gros. Oui, il est gros. Je l'avais, je l'ai donné à un ami. Mais quelle idée, un parfum. Imparfait, t'aurais dû me l'envoyer. On ne le donne pas à un ami, on le donne à Faustéa. Si vous voulez vous débarrasser de vos livres Tolkien, vous me les envoyez. Des bonbons, faut des bonbons. C'est pas de bonbons, je suis pas une mangeuse de bonbons, la mouette. J'avais pas tilté, mais c'est les mêmes qui ont fait l'encyclopédie de la Terre du Milieu, Numenor et le Deuxième Âge. Exactement, Eowyn, parce que ça, c'est le deuxième que j'ai reçu, donc voilà. Donc ils m'ont envoyé le nouveau petit bébé de chez eux, qui est l'encyclopédie de la Terre du Milieu, donc c'est Numenor et le Deuxième Âge. Et là, on arrive sur un livre vraiment, je trouve qu'il est plus intéressant que celui sur le Hobbit. Parce qu'il couvre même les textes, que vous pouvez compulser. C'est une belle brique, oui, oui. C'est une très belle brique. Et les livres sont gros. L'encyclopédie du Hobbit, elle est à 32 €. Celle du Deuxième Âge et de Númenor, elle est à 39. Mais je vais vous montrer un truc. Parce que là, vous ne le voyez pas. Vous allez voir l'intérieur. Regardez. Voilà, ça, c'est quasiment à toutes les pages. Quoi. Vous voyez, c'est genre les pages sont un peu... sont toutes colorées, genre manuscrits. Vous avez des écritures différentes, tout est coloré. Et vous avez des illustrations, mais... des illustrations de fou. Vraiment. Je vais essayer de vous montrer comme ça. C'est pas évident. Comme ça, vous verrez. Un
un petit peu. Ça sera plus simple de faire comme ça. Il est magnifique, hein, vraiment. Pour moi, cet ouvrage est une réussite. Vous avez des illustrations de fou à l'intérieur. Donc, j'ai lu quelques articles. Pas encore tout. J'ai survolé. Je trouve qu'il est plus complet. Plus complet que celui du Hobbit. Bien sûr, toutes les entrées de l'encyclopédie du Hobbit ne se retrouvent pas dans celui de Númenor, mais pour les entrées qui se ressemblent, elles sont déjà plus complètes. Et comme je vous disais, il y a un truc que j'apprécie énormément dans Númenor et le Deuxième Âge, c'est le fait qu'il y a vraiment une partie sur à quel texte se référer. Et donc, vous avez une présentation, par exemple, du chapitre qui s'appelle des nains et des hommes qu'il y a dans Peoples of Middle-earth. Je trouve ça trop cool, quoi. Ramarié, c'est... Bonjour Montmartre, comment ça va? À tes souhaits. Ouais, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que déjà, les auteurs, hein, on a Damien Bador, donc c'est le plus grand, pour moi, c'est le plus grand linguiste de la Terre du Milieu francophone. C'est voilà, qui est un des piliers de chez Tolkien Deal. On a Audrey Morel, qui est aussi un des piliers de chez Tolkien Deal. On a Vivien Stoker, que je dois peut-être présenter pour certains, mais qui est aussi un des piliers de chez Tolkien Deal, mais surtout quelqu'un de très proche de Vincent Ferré. Et donc, il travaille beaucoup. Vivien Stoker relit beaucoup les textes de Vincent, etc. Et Vivien Stoker a fait... j'ai plusieurs textes de lui. On a Jean-Rodolphe Turlin aussi, qui est connu pour... ils ont tous quasiment participé au dictionnaire Tolkien qui est là. Jean-Rodolphe Turlin, il est surtout connu pour ses ouvrages autour des Hobbits. C'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît, autour des Hobbits. Et puis, on a Coralie Poteau et Dominique Vigo, qui sont deux personnes qui œuvrent beaucoup pour... eux ne sont pas de chez Tolkien Deal, mais œuvrent beaucoup pour l'œuvre de Tolkien aussi. C'est un ouvrage qualitatif, quoi. Franchement, oui. On vient d'avoir le dictionnaire ici il n'y a pas longtemps, mais cet ouvrage-là, en tout cas, de ce que je vois, il est vraiment bien. Et c'est beau d'avoir un ouvrage de qualité. Voilà. J'ai pas encore, comme je dis, j'ai pas encore pris le temps de bien tout lire. Mais il y a certaines choses que j'ai vues qui m'ont fait vraiment plaisir, dont certaines illustrations et dont certains, comme je disais, certains passages. Enfin, vraiment, la partie sur les textes où on vous dit ah, mais voilà, pour parler de Númenor et du Deuxième Âge, vous avez ces textes-là et ces textes-là. Et c'est trop cool, quoi. C'est cool. Dis-moi, juste comme ça, t'aurais pas une obsession pour les bouquins? C'est pas une obsession pour les bouquins. C'est juste que j'aime. S'il y avait une obsession pour les bouquins, j'aurais plein d'autres livres et pas que Tolkien. Est-ce que j'ai une obsession pour les bouquins de Tolkien? Non, parce que sinon, j'achèterais absolument toutes les éditions qui sortent. Et c'est pas ce que je fais. T'oses pas le dire? Non, je suis pas... Non. Parce que je me sens pas comme obsédée par les bouquins. Parce que comme je te dis, si c'était le cas, j'achète, tu vois. Et là, c'est pas le cas. J'achète les trucs que j'ai envie, sans pour autant devoir avoir tout ce qui sort, tu vois. Bah bon, c'était pour rire. Oui, je sais, mais voilà, moi je te réponds vraiment en mode premier degré. Oui, oui, j'ai beaucoup d'ouvrages, oui, j'ai beaucoup de livres, mais j'ai beaucoup de livres différents. Ça, faut pas l'oublier. Voilà. Et coucou, moi Mario, comment ça va? Hop là. De toute façon, il n'y a pas à juger tant qu'elle fait chier personne. Exactement, moi Mario, je fais chier personne. Moi, je suis en train de vous présenter la nouvelle encyclopédie de la Terre du Milieu, de Númenor et le Deuxième Âge. C'est une exclu FR. Ouais, oui, c'est écrit par des Français. C'est écrit par, comme je disais, par des membres de Tolkien Deal, par des personnes qui ont travaillé notamment sur le dictionnaire Tolkien. Non, c'est une exclusivité française et c'est quali. C'est de la qualité. Donc, franchement, je vous ai montré l'intérieur. Allez-y, les yeux fermés. Vraiment.
Même si j'ai pas tout lu et que ben voilà, on n'est pas à l'abri peut-être de fautes de frappe ou peut-être des erreurs de traduction, j'en sais rien, parce que j'ai pas encore tout lu. Mais voilà. Il y a des choses qui font vraiment plaisir. Il y a des illustrations. J'avais jamais vu des illustrations comme ça. Elles sont magnifiques, quoi. Enfin, c'est vraiment un travail. Et en fait, je suis désolée, mais moi, j'ouvre cet ouvrage, enfin, je sens un travail de passionné, quoi. Et ça fait tellement de bien. C'est le genre d'encyclopédie que je pourrais être, enfin, que je voudrais être capable de faire, quoi. Et les illustrations sont de qui? Alors, il est illustré par Sandrine Gestin, David Gresset et Amandine Labarre, qui sont passionnés de Tolkien aussi. Voilà. C'est des grands passionnés aussi. Voilà, vous avez le nom tout de suite. Salieri, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Je présentais l'encyclopédie de la Terre du Milieu, Númenor et le Deuxième Âge, qui vient de sortir donc aux éditions hors collection. Et donc 39 €. Et c'est trop beau. Regardez-moi ça. Trop beau. Ah, voilà. Très beau nouveau livre. Ben écoute, moi ça va. Je vous partage mes nouveaux livres, donc je suis contente. Mais oui, ça va bien. Moi ça va bien. Je partage mes livres, donc je suis contente. Et si vous êtes content de voir mes livres, moi je suis trop stylée, mais ça doit taxer. Mais franchement, c'est le prix du dictionnaire Tolkien. Bon. Je veux pas comparer Brajlon et hors collection. Mais au dictionnaire Tolkien, la qualité, elle est incroyable. Hein, c'est Vincent Ferré. Enfin, voilà, c'est un travail de fou. Mais le papier, c'est du papier recyclé. Et il n'y a pas vraiment de couleur, etc., quoi. C'est assez basique, on va dire, dans la manière dont c'est édité. Et le bouquin est déjà à... Oui, c'est un dictionnaire. Et il est à 40 €. Là, pour 40 €, vous avez... C'est une encyclopédie illustrée. Et toutes les pages sont... voilà. Toutes les pages sont en genre papier grimoire, là. Vous avez les influences. Il n'y a pas photo, quoi. Et si vous voulez en savoir plus sur l'univers, je vous dirais plus de prendre l'encyclopédie que le dictionnaire, le dictionnaire est encore plus pointu. Celui-ci se veut vraiment plus une œuvre de vulgarisation. Le dictionnaire, il est par moments très poussé. Et pas forcément, tous les articles ne sont pas accessibles je pense à tous ceux qui sont nouveaux ou qui veulent découvrir, quoi. Moi, perso, j'attends Harry Potter. Ça n'arrivera pas. Il y en aura pas, je pense. Ah oui, 40 €, ça va, je m'attendais à 60 000. Mais voilà, c'est pas la même maison d'édition que le dictionnaire, mais c'est le même prix. Mais il y a une différence. Et je dois dire que, ben voilà, si je dois conseiller un ouvrage, je conseillerais là plus l'encyclopédie que le dictionnaire Tolkien, qui est plus pointu. C'est un troller, là. Oui, oui, oui. Moi, Mario, ça fait maintenant plusieurs années, je crois, hein, la mouette, hein, qu'on se connaît. Moi, j'ai l'habitude. Hein. C'est un troller professionnel, ne t'en fais pas. C'est la mouette. Comment ça, ils vont plus rien faire? Enfin, tu veux dire le SDA, tu veux dire juste estampillé Seigneur des Anneaux, ou tu veux dire Tolkien? Parce que si tu dis Tolkien, tu sais qu'il y a encore plein de quests dans la famille Tolkien, de textes de Tolkien père qui n'ont pas encore été publiés. Non, non, t'en fais pas. C'est quand? C'est l'année dernière? Non, c'est l'année d'avant? 2022. 2022. 2021, on a eu la sortie de The Nature of Middle-earth, donc nouveau texte. On a eu la sortie de la... Et puis juste après, on a eu la bataille de Maldan en 2022. Donc t'en fais pas. Du Tolkien, pas encore vu. Il y en a encore. Il y en a encore. Peut-être plus forcément beaucoup, beaucoup de textes de la Terre du Milieu, mais il y a énormément de textes, en tout cas de linguistique, ça c'est évident.
et qui sont publiés dans des magazines linguistiques, donc ça n'arrêtera pas. Donc je crois que tu peux rêver pour ton Harry Potter 8, mais moi, avoir des nouveaux textes de Tolkien, j'en aurais tout plein. Et surtout, ici, au mois de septembre, on a eu le coffret ici des poèmes, avec plus de 70 nouveaux poèmes qui n'avaient jamais été édités. Le fameux journal intime de Tolkien qui explique pourquoi Sauron ne met pas un seul garde devant l'entrée. C'est normal qu'il n'y ait pas un seul garde devant l'entrée du volcan. Bah non, ça me la coupe pas. C'est logique, réfléchis 2 minutes. Enfin, je sais pas moi. Enfin, tu réfléchis. Je dois encore acheter les tomes 8 et 9 divisés en deux de Outlander. Je ne pourrais pas tout acheter en même temps. Mais oui, mais en plus, avec la sortie de la chute de Gondolin ici en relié, ouais, non, je comprends. Mais ces livres-là, ils sont faits pour durer, je pense. Sincèrement, ça va devenir des références en matière d'encyclopédie autour de Tolkien. Donc, je me fais pas trop de tracas. Je crois que l'achat peut attendre. Mais ça serait un bel achat. En plus, hein, je vous dis souvent qu'il faudrait qu'on parle de Tal el-Mar. Bah, ils en parlent dedans. Du coup, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir que ça parlait de Tal el-Mar, qui est vraiment pas un texte connu et qui pourtant, pour moi, mériterait de l'être. Tellement c'est un côté de Tolkien trop chouette. Enfin, je trouve. Enfin bon. Voilà, je vais bouger mon dictionnaire et je vais mettre ça à la place maintenant. Bon, tant que vous êtes là, je sais qu'ils l'ont pas annoncé sur les réseaux sociaux, mais ils m'en voudront pas. On n'est pas beaucoup, hein. Donc petit comité là, petit comité. Normalement demain soir, vous me retrouvez chez Tolkien en bref pour fêter les 3 ans de leur chaîne. Voilà, comme ça vous savez, demain je serai en live chez Tolkien en bref. Maintenant, pourquoi voilà. Ce qu'on va faire de la soirée, je laisserai expliquer tout ça, mais là, comme ça, vous savez que je suis là-bas. Mais je ne dis pas avec qui, ni pour faire quoi. Voilà. Tu seras sûr. Mais ouais, je serai chez Tolkien en bref, chez Alexis et Limbaere pour fêter. Au moins, dans Harry Potter, il y a des gardes devant la banque, il y a même une casquette magique. Mais la mouette, franchement. Réfléchis 2 minutes. À partir du moment où tu fais un anneau unique qui refuse et qui, quoi qu'il se passe, aucun être, même Sauron, ne saurait pas le détruire, quel est le pourcentage de chance que l'anneau soit détruit? Juste dans ta tête. Enfin, réfléchis 2 minutes. L'anneau, normalement, ne peut pas être détruit. Et même si un être, ça pourrait être Elrond, Glorfindel, Gandalf, Eru Ilúvatar devant, enfin, limite, devant cette montagne, l'anneau, il voudrait pas être détruit, tu vois. C'est juste que là, ce qui s'est passé, c'est que Gollum glisse par une pichenette du destin. Il n'y a pas besoin de garde parce que c'est pas possible de détruire l'anneau. À aucun moment, les gens sont en mode ouais, dans les films, Elrond il fait Isildur, jette-les dans le feu. Mais en fait, Isildur, il n'a pas le choix. Il n'aurait jamais pu le détruire. Et si Elrond l'avait pris des mains pour essayer de le détruire, l'anneau redouble de force quand il est dans la montagne du destin. Et c'est pas possible. Même Elrond, l'anneau lui aurait dit non, tu peux pas. Et c'est terminé. Je crois que la mouette Tolkien a expliqué ça. Enfin, non, mais Faustéa, à un moment donné, la mouette, excuse-moi, tu peux troller autant que tu veux, mais à un moment, ouais, l'anneau est forgé là, ça le renforce. C'est expliqué, Tolkien l'a expliqué dans ses lettres. Franchement, la mouette, il y a peut-être juste Tom Bombadil. Même, je pense pas que Tom aurait pu. C'est vraiment, tu vois, le destin. Enfin, c'est Roule Bâtard derrière. Le détruire en volonté, c'est pas possible. La mouette, tu peux essayer de me trouver des arguments, tout ce que tu veux. Là, tu vas sur un chemin qu'il ne faut pas aller. Du coup, ah oui, tout à l'heure, j'ai lancé mon premier live TikTok de ma vie. Voilà, sachez-le. J'ai lancé un live. Ça s'est très bien passé. J'ai live pendant une petite heure. Et ça, c'est chouette parce que ça m'a fait interagir avec des gens
avec qui j'interagis jamais, quoi. Oui, oui, pour de vrai, pour de vrai. Ça s'est vraiment bien, ça s'est vraiment bien passé. J'ai glissé, chef, ça ne peut arriver que comme ça, exactement. Mais vraiment pour de vrai, ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui disaient: «Oh, j'adore tes vidéos». Il y a quelqu'un qui m'a même dit qu'il avait, commencé à lire les livres grâce à moi. Enfin vraiment, j'ai eu des gens, super gentils. Il y a quelqu'un qui m'a quand même fait à un moment: «Ouais, je vois que t'aimes Le Seigneur des Anneaux, enfin, je vois que tu je vois que tu te dis fan du Seigneur des Anneaux, on va voir si tu l'es, je vais te poser des questions». Première question, c'est qui le père de tout? Ah, tu là, bon, c'est pas très compliqué. Il me demande: «Oui, sous quel nom Sauron apparaît à Celebrimbor?» Voilà, j'ai envie de vous dire, c'était pas très compliqué, quoi. Même ceux qui ont vu la série maintenant peuvent répondre à la deuxième question. J'ai pas TikTok, je suis trop vieux. Ah, mais TikTok, je suis pas la plus grande fan de ce réseau, mais voilà. Ça permet, il y a quand même des créateurs là-dessus et il y a moyen quand tu chipotes bien ton algorithme, on va dire, de pouvoir trouver des trucs cool et là, bah, j'ai pu interagir quand même avec des gens qui me suivent, je pense principalement là et bah, c'était chouette. Voilà. MDR, il savait pas à qui il parlait, c'est exactement ça moi Mario. Je voulais pas me lancer des fleurs, mais c'était un peu ça. Franchement, quand il m'a dit: «Ouais, je vois que tu te dis fan du Seigneur des Anneaux, attends, on va voir ça». Et voilà. Et ça m'a fait sourire, quoi. Tu peux toucher beaucoup de monde. Bah oui, c'est un peu ça. L'idée, j'ai essayé de parler plusieurs fois des échos d'Imladris justement pour essayer de ramener, peut-être des personnes, sur la chaîne des échos, petite chaîne. Mais c'est ce que je me dis, TikTok, ça fait, plus d'1 an maintenant et j'ai jamais fait de live et c'est vrai qu'il y a des personnes là-bas qui suivent quand même, mes vidéos et qui aiment bien donc je partage ta chaîne à tellement de monde. Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. C'est mon petit bibi, hein, ma chaîne avec mon vrai bébé, mini Fofo, j'en ai un deuxième, c'est les échos et c'est vraiment c'est vraiment un j'adore cette chaîne. Enfin, j'adore ce que je fais, merci en tout cas, Imparfait. Les échos d'Albrando. Non, parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi on s'appelle les échos d'Imladris. Il y en a certains qui doivent savoir. Elle a raison, elle peut se trouver facilement. Link Pucci, tu sais. Lia Elro, ouais, exactement. Lia Elro pour Imladris, exactement. Bah, pour le mot écho, c'est parce que on avait pensé à des trucs genre bibliothèque ou tout ce qui est un peu lié au savoir, etc. Mais moi, il y avait un truc qui me dérangeait avec ces mots-là, c'est que je voulais qu'il y ait un mot qui puisse comment expliquer? Si je dis genre la bibliothèque d'Imladris, ça ancre le mot, enfin ça ancre la bibliothèque comme étant un lieu fixe d'Imladris, comme faisant partie, du légendaire. Et sur la chaîne, moi j'avais surtout envie de pouvoir, parler de la vie de Tolkien. Et c'est pour ça que je trouvais qu'un écho, c'était plus abstrait. Heu, donc voilà, c'est pour ça que j'aimais bien écho. Et pour, bah, Imladris, comme, vous avez eu dans le chat, Imparfait. Donc si tu veux, Elrond, il a des jumeaux. Il a Eladan et Elrohir et c'est pour ça, qu'on a choisi, Imladris puisque c'est le nom de Foncombe, la le refuge là où habite Elrohir. Je trouvais ça sympa. On aime bien Imladris puis enfin voilà, Elrond, c'est quand même le grand gardien du savoir, de la Terre du Milieu, donc c'était chouette d'avoir un truc comme ça et je suis assez contente du nom. Ça me plaît bien. J'aime bien ce nom. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir appelé la chaîne Les Échos d'Imladris avec Elro. Enfin bon. Mais j'ai pas eu vos retours. Le nom est doux. Oui, c'est doux. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo sur la mort de Boromir là? Que là, oh, ça vous dirait qu'on regarde la vidéo et que je vous parle un petit peu, comme dans la série où le Cycle des Orques d'épargner les bouquins MDR. Dois-je vraiment relever? Pas encore vu. Ah!
Sinon, j'aurais fait un. Vous voulez qu'on regarde la vidéo? À la limite, on peut regarder la vidéo là ensemble et je bavarde et je vous explique un petit peu par rapport aux recherches que j'ai faites. Un peu comme ouais, une sorte de débrief d'épisode, si ça vous dit. J'attends si ça vous balance la vidéo. Allez, je vais couper ça. Hop, bonne idée. Hop, voilà. Oh là là, on m'entend ma voix. Oh, ça va être dur de m'entendre. J'ai vraiment. Je vais me mettre en. Voilà. Super. Heureux. Je vais faire un petit débrief donc sur la. Toujours chelou de s'entendre. C'est super dur. Donc voilà, si vous me posez des questions par rapport au montage ou quoi que ce soit, ça c'est vraiment elle gros. Je ne saurais pas y répondre. Ni pour les illustrations ou quoi. Ça, c'est pas mon domaine. Mais pour le reste. Médiévaux anglo-saxons. mieux, Aujourd'hui, là dans les Échos d'Imladris, je vous propose de découvrir une des plus grandes inspirations de Tolkien et de voir sous un autre jour ce passage tragique de l'éclatement de la communauté à travers le décès de notre capitaine. Bon, donc déjà, comment m'est venue l'idée de faire ça? C'est via le livre donc, qui s'appelle Keys of Middle-earth de Stuart Lee et de Elisabeth Solopova. Donc, c'est deux professeurs d'université qui ont pris justement, qui utilisent les textes de Tolkien pour pouvoir présenter des textes anglo-saxons. Un peu trop là? Mince. Et justement, il y avait un texte qui parlait de la mort de Boromir. Et je me suis dit, pourquoi pas? J'adore Boromir. C'est mon personnage préféré des adaptations de Peter Jackson. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Et ça me permettrait de parler déjà un peu de Boromir. Et puis de parler de Beowulf, comme la vidéo va vous emmener. Je vais déjà préparer mon Beowulf. Je vous laisse avec la suite. Pour commencer, on va faire un récapitulatif de la mort de Boromir et surtout mettre en lumière le passage qui nous intéresse. La fraternité de l'anneau explose et Boromir, en tentant de défendre en vain Merry et Pippin, est tué par des orques. Aragorn, Gimli et Legolas, avant de partir à la poursuite des deux hobbits, vont rendre hommage à travers un rite funéraire à Boromir. Ce moment de respect est resté constant dans l'évolution des textes de Tolkien, à l'exception de deux points que l'on retrouve dans The Treason of Isengard, un des tomes des History of Middle-earth. Le premier point, c'est qu'au début, Aragorn était remplacé par un personnage du nom de Trotter, dont je parlerai sans doute un jour, et le Trotter, pour la petite histoire, donc quand on regarde les brouillons du Seigneur des Anneaux, pendant un bon laps de temps, la figure qui deviendra Aragorn, en fait, c'est un hobbit qui s'appelle Trotter. Et il a la particularité d'avoir en fait les pieds qui ont été torturés au Mordor. Et donc en fait, ses pieds font un bruit de sabots de bois quand il marche. C'est pour ça qu'il s'appelle Trotter. La figure d'Aragorn arrivera plus tard, mais pendant tout un moment, et vous pouvez trouver donc dans les History of Middle-earth, donc les tomes qui parlent du Seigneur des Anneaux, donc c'est 6, 7, 8, vous pouvez trouver certains textes et qui parlent de Trotter, justement. Et Aragorn qui n'est pas... qui n'est pas Le deuxième point, c'est la lamentation chantée par nos trois chasseurs aurait pu, à l'origine, être destinée à Denethor. Bref, cette mort et son hommage. Je n'en parle pas enfin, je ne la lis pas dans la vidéo, mais vous avez dans les livres du Seigneur des Anneaux, donc en fait vraiment un chant par Aragorn, Legolas et Gimli. Voilà, ce chant, finalement, est pour Boromir, mais voilà. Comme c'était pas le sujet, je sais que c'est la mort de Boromir et donc c'est quand même lié potentiellement à la lamentation au chant. Je me suis dit,
Potentiellement, j'en reparle quand on fera une vidéo sur les chants funéraires, vraiment, précisément. Là, j'avais, vraiment envie de juste parler du rituel heu, de bateau de Entre en tombe. résonance avec un poème anglo-saxon médiéval que Tolkien connaissait plus que bien, Beowulf. Il s'agit du plus long poème écrit en vieil anglais avec 3182 vers. Le texte a survécu en un seul manuscrit et la partie où se situe le texte de Beowulf s'appelle le Codex Noël. Ce codex aurait été copié fin Xe siècle, début XIe. Dans ce manuscrit, on peut retrouver, entre autres, des textes en plus que Beowulf, comme la Passion de Saint Christophe, les Merveilles de l'Est ou encore la lettre d'Alexandre à Aristote, mais aussi un poème basé sur le livre de Judith. Ce manuscrit est parfois décrit comme le livre des monstres, car les chercheurs trouvent que les textes qui y sont mis en commun portent tous un intérêt vers les créatures inhabituelles et monstrueuses. Maintenant, Voilà, là, on arrive à un passage où, bah, moi, je suis pas une spécialiste des textes médiévaux, du tout. Mais c'est un truc qui me passionne, c'est un truc où j'ai envie d'apprendre énormément et c'est ça qui est trop, trop bien. C'est qu'en faisant les vidéos pour les échos, bah, je nourris aussi. Donc là, ce que je vous ai expliqué avec le codex Noël avant la vidéo, bah, j'en savais rien, vraiment et donc j'apprends des choses en vous écrivant les vidéos, Il y a des trucs où je le sais et c'est trop bien et puis, bah, il y a des choses où, en cherchant, en creusant, bah, on découvre. voici un très petit résumé de Beowulf spécifiquement. L'intrigue se passe dans la Scandinavie du Sud, le long des côtes des mers du Nord et Baltique. Là, nous trouvons un homme, Beowulf, qui dans la première partie du poème est un jeune homme de la nation des Geats, qui se trouve dans le sud de la Suède. Beowulf va voyager jusqu'à la cour du roi danois Hrothgar pour l'aider à battre une terrible créature, Grendel. Beowulf va battre Grendel, mais aussi la mère de ce Grendel. Le temps passe et ses hauts faits sont reconnus. Il lui restera un dernier exploit contre un dragon cracheur de feu qui signera sa mort. Le passage qui nous intéresse par rapport aux funérailles de Boromir. Voilà, donc là, je me suis posé la question, est-ce que je rentre plus dans les détails ou pas par rapport à vraiment l'histoire de Beowulf ou pas? Et je me suis dit: «Garde ça léger» parce que la suite est un petit peu plus je me suis dit: «Si je donne trop d'infos, je risque de perdre les gens». Donc vraiment, je me suis dit: «Tu fais mais le résumé, résumé plus plus de de Beowulf». Hem, oui, oui, il y a un film Beowulf. Ouais, ouais. Ouais, oui, ça existe. Ça a rapport. Je sais pas, je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu le film, donc je saurais pas te dire. Bah, donc faudrait que je le regarde en vrai. Il y a pas Angelina Jolie dans le film de Beowulf? Il me semble que si, non? Bref, je sais pas. Si, si, ah mais il me semble bien, mais j'ai jamais vu. Mais il faudrait que je le regarde. Bah, si vous voulez, elle joue la créature. Bah, voilà, si vous voulez un jour, on s'amusera à regarder ça. On regardera ça sur Discord. Comme ça, on se passe track. On fera un débrief ensemble, du film. Parce qu'il paraît que c'est un peu, nanardesque, hein, le film de Beowulf. Bon, Boromir se trouve au tout début du poème. Pour nous transmettre la grandeur des Danois et pour mettre en lumière leur chute à l'arrivée de Grendel, on nous présente toute la lignée des souverains, dont le tout premier, Skuld, ou je vais le prononcer Skild en vieil anglais. alors là, pour la petite anecdote, pour la Dont le prononciation tout de, premier, Skuld, Skuld, j'ai essayé de le prononcer du mieux que je pouvais. Ma grande sœur vit en Suède et je lui ai demandé comment je dois essayer de prononcer ça. Elle me dit, mais avec son accent suédois, là, Skuld. J'étais en mode, ok, en fait, voilà, je vais essayer de le dire et puis après, je vais dire, je vais le prononcer Skilled et puis basta, quoi. Parce que ma prononciation, laisse tomber. Je suis pas pro du tout du truc. J'essaye de faire un effort, je vous dis Skjöld là, pour, Skjöld. Skjöld, trop bizarre en suédois et grand merci d'ailleurs à ma grande sœur de m'avoir dit normalement comment je dois le prononcer, mais j'ai quand même massacré.
Et je me suis dit: «Tant pis, je préfère mal prononcer, mais que le propos soit bon». Donc voilà. Je m'excuse pour, la prononciation, dans cette vidéo. C'est pas ouf, mais voilà, je connais pas, le vieil anglais. Ou je vais le prononcer skilled en vieil anglais. On nous explique sa grandeur et comment son royaume s'est étendu. Mais ce qui nous intéresse surtout, ce sont ses funérailles, qui sont décrites avec des détails nous permettant un parallèle avec celle de Boromir. La mort de Boromir par les orques a donné à Tolkien l'occasion d'explorer les coutumes mortuaires de la Terre du Milieu, mais surtout d'utiliser ses connaissances sur le monde médiéval. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point il s'est inspiré de tellement de trucs différents et c'est vraiment Tolkien, par moments, je le vois vraiment comme une éponge et il a vraiment repris des trucs, mais un petit peu partout, de trucs qu'il avait bien aimés en se disant: «Oh ouais, mais ça j'aimais bien. Oh mais ça j'aime bien. Oh ça me fait penser. Oh oui, si je faisais ça, j'ai lu ça dans ça». Et j'ai vraiment l'impression qu'il a pris plein de trucs comme ça et ça rend son œuvre encore plus riche que ce qu'on peut penser. Dans Le Seigneur des Anneaux, on retrouve d'autres rites funéraires. La plupart du temps, ce sont des tombes ou des tertres qui sont mentionnés, mais il ne faut pas oublier que des bûchers apparaissent aussi, comme les orques de Saruman, massacrés par les Rohirrim, ou encore le bûcher de Denethor. Mais suite à la bataille, Il y a aussi le bûcher, funéraire de Théoden. Je ne l'ai pas mentionné parce que c'est un texte, qui pourra, heu, revenir sous cette forme-là, c'est-à-dire encore un texte, où on fait une analyse par rapport à un autre texte médiéval. C'est pour ça que j'ai pas voulu mentionner, le bûcher de Théoden. de Parthgalen, les autres membres de la communauté n'ont pas beaucoup d'options pour le corps de Boromir. Pas d'enterrement et ils ne choisissent pas la crémation. À la place, ils regardent la grande rivière Landwin et vont opter pour le bateau-tombe. Boromir est déposé au centre d'une barque elfe. Sa cape et le capuchon gris offert par les elfes furent placés sous sa tête. Aragorn, Gimli et Legolas vont peigner ses cheveux sombres pour les disposer sur ses épaules. Il dépose son aume C'est à son super beau, côté et posèrent sur ses genoux le corps fendu, ainsi que la poignée et les fragments de son épée. À ses pieds, ils entassent les lames de ses ennemis. Puis ils font doucement glisser sur l'eau la barque. Petit à petit, Boromir dans sa barque devint une petite tache noire dans la lumière dorée. Le rugissement du Rhoros se poursuivit impassible. Le fleuve avait pris Boromir, fils de Denethor. Il est dit qu'on raconta longtemps dans la tradition du Gondor que la barque des elfes passa les hautes chutes et le bassin d'écume et qu'elle le porta à Osgiliath et au-delà des multiples bouches de l'Anduin jusqu'à la grande mer, nuitamment sous les étoiles. Pendant cet instant, nos trois chasseurs vont chanter un chant funèbre qui est magnifique. Les chants de funérailles sont aussi un aspect que Tolkien a travaillé dans différents textes, notamment comme celui de Thortheim dans The Homecoming of Beowulf North, Beowulflemson. L'ouverture. C'est hyper dur à dire. Ouais, on voit pas dans le film, mais comme je disais, voilà, les chants funéraires, c'est, comme ici, je rentre pas dans les détails parce que vraiment, on 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 pourra en reparler comme le bûcher de Théoden, comme le chant funéraire ici avec, comme je vous parlais du livre La bataille de Maldon. C'est vraiment des choses qu'on pourra, enfin, qui peuvent être des sujets, d'écho, sans aucun problème, quoi. De Beowulf se retrouve donc avec une scène quasi similaire. On nous y explique que Skilled, vraiment désolé pour la prononciation, mais comme ça vous voyez vraiment de qui je parle, meurt au moment destiné et que ses compagnons vont le porter jusqu'à l'eau. Dans une barque bien équipée, ils vont déposer leur roi avec des trésors, des armes et des armures. C'est terrible parce que, enfin, quand je travaillais sur le texte, j'étais vraiment, mais, enfin, c'est flagrant, c'est tellement flagrant là. Ils lâchent le bateau à la mer, tous remplis d'une tristesse pour ce deuil. Tolkien, passionné par le texte de Beowulf, en proposa une traduction, elle-même traduite en français par Christine Laferrière dans Beowulf, traduction et commentaires, paru aux éditions Christian Bourgois. Voici donc le début de Beowulf qui parle de Skill dans la version de Tolkien. J'ai hésité. Je dois vous avouer que j'ai hésité à mettre une autre traduction de Beowulf, que celle de Tolkien.
Puis je me suis dit: «Mais c'est un peu con, Val, Tolkien a fait une traduction lui-même, pourquoi est-ce que tu mettrais pas la sienne?» Et je me suis dit que ça serait beaucoup plus vu la chaîne et vu que ce que c'est, je me suis dit que ce serait beaucoup mieux de mettre la traduction finalement, de Tolkien. Donc vous pouvez vraiment retrouver dans Beowulf ici, mais sachez qu'il existe, d'autres traductions, du texte et j'ai quand même en fait, je me suis dit: «Est-ce que je mettrais pas la version, on va dire, commune, traduction du texte plutôt que celle de Tolkien qui est une traduction, on va dire, personnelle du professeur, quoi?» Qui est pas la traduction, que vous aurez si vous allez acheter le livre, en librairie. Ça, c'est vraiment la version, à proprement parler, rien que de Traduite par Christine Laferrière. Lors, à l'heure assignée, Skill le valeureux passa sous la garde du Seigneur, et ses chers compagnons le portèrent jusqu'au flot marin, tout comme il le leur avait lui-même ordonné du temps où, étant encore leur prince de ses paroles, il gouvernait les Skildings. Bien-aimé seigneur du pays, longtemps il en fut maître. Là, au port, proue annulée, parée de glace, impatiente de partir, se trouvait la barque du prince. Ils entendirent alors le roi bien-aimé, dispensateur d'anneaux dans le sein du navire, en gloire auprès du mât. Il y avait moult choses précieuses et trésors rapportés de régions lointaines. Je n'ai point ouï dire que l'on n'eût jamais de plus séante façon pourvu un bateau d'armes de guerre et de harnois de bataille. Sur les genoux du roi s'entassaient des trésors qui devaient désormais l'accompagner, loin dans l'empire de la mer. Ils le parèrent de présents, de trésors de ce peuple, non moindres que ceux des hommes qui, au commencement, l'avaient envoyé petit enfant, seul sur les vagues. En outre, très haut en hauteur, au-dessus de sa tête, ils hissèrent un étendard doré, puis confièrent le corps à l'océan, laissèrent la mer le porter. Ils avaient le cœur triste, en leur âme le chagrin. Nul ne peut dire en vérité, ni les seigneurs dans leur halles, ni les puissants sous le ciel, qui reçut cette cargaison. Comme Voilà, celle-là, c'est la version de Tolkien de Beowulf et elle est très jolie, hein. Elle est très. En vrai, comparée à l'autre, je trouve que celle de Tolkien est plus chantante, plus poétique. mentionné plus tôt, Tolkien était passionné par Beowulf. Il en est devenu un spécialiste. Tolkien a marqué l'histoire de ce texte avec sa conférence de 1936 appelée Beowulf, les monstres et les critiques. Ça a été un grand sujet, ça. S'il y a des gens qui sont intéressés par les monstres et les critiques, euh, c'est un texte où on voit vraiment que Tolkien pensait vraiment le texte autrement que certaines personnes de son époque, et notamment l'écrivain de Beowulf. C'est assez drôle, en fait, de voir qu'il est complètement à contre-courant, en fait, et que... Enfin, vraiment, je- c'est un peu complexe à vous expliquer là, le texte. Je ne peux que vous conseiller, si ça vous intéresse, tout ce qui est... si vous avez aimé le livre du conte de fées, Les monstres et les critiques, ça peut vous intéresser aussi, hein. Il réalisa d'autres travaux. Stratos le Gaulois, merci pour le follow, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Je suis en train de faire le débrief de la dernière vidéo que j'ai faite de ma chaîne YouTube, que j'ai en partenariat avec Elroy. Débrief un petit peu. Autour de ce texte, comme traduire Beowulf en 1940 ou Merci à toi. encore Finn and Hengest qu'il a travaillé de 1920. Finn et Hengest, j'ai le texte et figurez-vous que je n'ai pas encore pris le temps de vraiment m'y plonger, mais 28 ça à arrive. 1960. La traduction que je vous ai donnée est restée inédite jusqu'en 2014, année de parution de Beowulf, A Translation and Commentary, édité par Christopher Tolkien. Je ne rentre pas dans les détails ici en ce qui concerne tout l'aspect révolutionnaire de la vision de Tolkien sur ce texte à cette époque, mais peut-être pour un autre écho. Bref, dans le livre de 2014, on retrouve différentes parties, mais surtout, le texte contient, en plus des notes de Tolkien père sur le texte, des commentaires de Christopher Tolkien nous permettant de mettre en lumière des liens encore plus forts entre Beowulf et le légendaire en ce qui concerne ce rituel de bateau-tombe. Dans les notes du père, on retrouve ce passage.
C'est seulement dans Beowulf que sont ainsi mêlées les deux traditions divergentes au sujet des Danois, l'héraldique et la mythique. En parlant de l'auteur, il ajoutait un mystérieux départ arthurien, un retour vers l'inconnu, enrichi de traditions de funérailles maritimes, dans un passé païen peu éloigné, ce pour composer un exorde magnifique et évocateur, ainsi que l'arrière-plan de son récit. À la suite de ce paragraphe, c'est la plume de Christopher qui intervient pour nous donner de nouvelles indications. En 1964, son père évoquait dans une lettre un livre avorté, un voyage dans le temps. Ces ébauches sont trouvables dans le tome 5 des History of Middle-earth, qui est traduit aussi en français, qui s'appelle La route perdue. Donc, La route perdue, c'est le 5e tome de l'histoire de la Terre du Milieu. Aussi paru aux éditions Pocket. Là, vous avez l'édition de chez Christian Bourgois, mais aux éditions Pocket, vous l'avez sous le nom de La route perdue et autres textes. À l'intérieur, vous avez en fait ce voyage dans le temps. Je ne l'ai pas spécifié dans la vidéo parce que le sujet n'était pas de parler trop de la route perdue. Mais en gros, Tolkien, avec l'auteur de Narnia qui s'appelle C.S. Lewis, nous fait une sorte de... pas pari, mais enfin, quasi, où chacun devait écrire un texte sur... Bah, voilà, C.S. Lewis, c'était le voyage dans l'espace, et Tolkien devait faire le voyage dans le temps. De la route perdue, on a des textes qui ont commencé et des idées qui ont germé, des noms qu'on retrouve. On a notamment les premières ébauches de la chute de Númenor de ce qui deviendra plus tard la chute de Númenor, qui prennent racine dans ces idées de voyage dans le temps. Donc voilà. J'avais pas envie de rentrer trop en détail là-dedans. Encore une fois, je me rends bien compte de la difficulté de la vidéo. Donc, déjà pour ce que j'aborde, j'avais pas envie de noyer sous des tonnes d'anecdotes. Et autres textes. Ce récit de voyage dans le temps abandonné commençait par une relation forte entre un père et son fils dans le présent, Edwin et Elwyn. Et cette relation était censée remonter jusqu'en des temps légendaires par l'intermédiaire d'un Eadwyn et d'un Alfwyn, et puis aux environs de 918 via Anduin et Alboin venant d'une région lombarde, et cela remontait jusqu'aux traditions de la mer du Nord concernant l'arrivée par bateau des héros de la culture du blé, ancêtres de lignée royale, et de leur départ dans des navires funéraires. Rappelez-vous, Boromir fait écho au roi Scyld, l'un des personnages de Beowulf. Tolkien a donc écrit au crayon dans la marge d'un chapitre ébauché que Christopher appelle le roi Shiv, histoire de Skif ou Scyld. Donc, pour la suite, Scyld et Shiv, c'est la même chose. Ce chapitre devait donc... Voilà, c'est vraiment en mode... bon, Scyld et Shiv, c'est les mêmes. Basta. Faire partie de son histoire de voyage du temps. Sauf que Tolkien père en a écrit 2 versions. Une en prose et une en vers. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, monsieur Tolkien, hein? Allitératif. Vous êtes prêts? Le navire accosta le rivage et monta sur le sable, crissant les galets brisés. Dans la pénombre du soleil couchant, des hommes descendirent à sa rencontre et regardèrent au-dedans. Un garçon gisait là, endormi. Il avait un beau visage, des membres bien faits, les cheveux sombres, la peau blanche, mais ses habits étaient d'or. Boromir a la même description, quoi. Il a les cheveux sombres qui sont peignés, la peau blanche... peut-être pas les habits d'or, mais en tout cas, il a plein d'objets qui étaient mis autour de lui avec son corps qui est le corps pour souffler, qui est là. Enfin, je sais pas. Moi, je lisais les deux et j'avais vraiment l'impression de voir le bateau de Boromir, quoi. L'intérieur du bateau était orné d'or. À côté de lui se trouvait un vaisseau doré rempli d'eau fraîche. Sous sa tête, une gerbe de blé, dont les tiges et les épis luisaient comme de l'or dans le crépuscule. Les hommes ne surent qu'en penser. Stupéfaits, ils allèrent le navire loin sur la plage et soulevèrent le garçon et l'emmenèrent et le couchèrent dans une maison de bois de leur bastide. Et le texte en vers allitératif maintenant. Le navire scintillant rejeté sur le rivage grimpa sur la grève reposant sa proue. Sur le sable et la pierre, le soleil tomba. Les nuages conquirent les cieux de glace. L'or se hâtèrent jusqu'aux eaux fauves,
dans une crainte curieuse et malheureux, pour trouver sur les plages perdues le bateau brillant à la brune. Au-dedans, ils regardèrent, virent un garçon qui dormait et qui doucement respirait. Sa forme gracieuse, ses jambes blanches, son beau visage et ses cheveux d'ébène, nattés d'or, le bois tout autour, étaient finement ouvrés, orné de dorures. Dans un vaisseau d'or, de l'eau luisait. À côté de lui, sous sa main gisait une harpe d'or aux cordes d'argent. Sa tête endormie La harpe, elle apparaît à plusieurs endroits et je l'ai enlevée. reposait doucement sur une J'ai gerbe fait de exprès. blé chatoyant, comme le fait l'or fauve des pays lointains. À l'ouest d'Angol, ils s'émerveillèrent. Ils hissèrent le bateau sur la plage et l'amarrèrent loin des brisants, puis soulevèrent du fond du fardeau, le garçon dormait. Sur son lit, ils l'emmenèrent à leur morne demeure, murée de noir dans une triste région, entre mer et désert. En gros, il y a un autre endroit où la harpe apparaît et où elle est mentionnée. Et je sais que j'ai hésité à mettre le passage. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, ne le mets pas parce que c'est, encore une fois, c'est pas si pertinent que ça dans ce que tu essayes de dire. Et c'est encore du blabla pour potentiellement rien. Il y a un autre texte où la harpe qui revient dans ce poème en vers allitératif de Shiv. Il y a un autre texte qui mentionne justement cette harpe. Et, j'ai volontairement coupé ça. Coucou Romestamo, je passais par hasard, comment ça va par ici? Eh ben, ça va, et toi? T'arrives sur la fin du débrief de la vidéo sur Beowulf. Cette œuvre portant sur le roi Shiv, donc un autre nom pour Scyld, date probablement de 1937. Mais surprise, voilà que Tolkien le réutilise 8 ans plus tard, comme souvent, dans un texte nommé The Notion Club Papers. Ça, c'est une Tolkien, c'est-à-dire, oh, il faut que j'écrive un truc. Qu'est-ce que je vais faire? Mais attendez, n'ai-je pas un texte ou un poème caché dans ma bibliothèque, quelque part dans mes brouillons? Et pouf! Voilà, on a Tom Bombadil ou pouf! On a des passages du Notion Club Papers, quoi. Texte que vous pouvez trouver dans Sauron. C'est mignon, je trouve, j'adore, le tome 9 des History of Middle-earth et dont on parlera un jour sur la chaîne, tant cela est un texte bien trop méconnu pour la pépite qu'il est. Il s'agit... Et ça, c'est totalement vrai. Les archives du Notion Club, faut vraiment... Mais vous n'imaginez pas à quel point, d'une certaine manière, j'ai hâte que la défaite de Sauron sorte en français pour que les gens découvrent les archives du Notion Club. Vraiment. C'est... quasi du même texte écrit sur Quand la traduction Scyld, la mais sortie juste le contexte de est Sauron différent. Defeated Un peu sera comme la annoncé. reprise du poème des Olifants dont j'ai parlé dans la vidéo sur les mots Makil. À travers parlera. Boromir se cache en réalité une influence plus marquante et profonde ayant inspiré Tolkien tout au long de sa vie. Ce n'est pas juste Boromir faisant écho à Scyld, c'est Boromir faisant lui-même écho à d'autres textes écrits par Tolkien dans d'autres contextes. Le voyage dans le temps de la route perdue ou les Notion Club Papers par exemple. Ce sont des textes l'ayant marqué, lui posant question, que Tolkien père a finalement enregistrés dans son esprit et qui, devenant peu à peu des influences, il les a transformés pour en donner une version propre, mais toujours respectueuse du matériau de base. Tolkien se servait de ce qu'il avait déjà produit pour enrichir son propre légendaire et même des textes en dehors de la Terre du Milieu. On a le très bel exemple de Tom Bombadil, dont les textes, avant leur arrivée dans Le Seigneur des Anneaux, existaient déjà dans les années 20 et les années 30. Tout cela marque évidemment la passion profonde pour le monde médiéval, mais aussi la forêt de textes et tous les liens, aussi petits puissent-ils être, qui peuvent exister entre toutes les rédactions de J.R.R. Tolkien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de Merci de parcourir la Terre du Milieu avec moi et je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à une ladrice. Hein, voilà. Hop. parcourir les textes et la... Voilà. Me suis-tu? Donc, pour écrire, je me suis donc basée énormément sur ça et sur ce livre-là que je vous avais montré quand je l'avais reçu, The Kiss of Middle-earth. Donc, découvrir la littérature médiévale à travers la fiction de Tolkien. Voilà, de Stuart Lee et d'Elisabeth Solopova. Et donc, c'est trop cool. Voilà. Faire ce genre de sujet, faire ce genre de sujet, c'est vraiment l'essence même de ce que je voulais pour les échos et c'est trop cool et je suis contente. Et je suis contente si vous aimez bien les vidéos comme ça.
Pas que ça me dérange de pas faire des vidéos tellement différentes, et je vous le dis à chaque fois, mais je me rends bien compte que c'est pas ton angle d'approche pour nous faire découvrir Tolkien est vraiment sympa et original. Merci beaucoup à Romestamo. Bah ouais, c'est un peu. Bah c'est cool. Enfin, tu vois, pour moi, c'est hyper intéressant et je sais que c'est original, hein. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui, surtout en francophonie, qui fait des vidéos un peu comme on le fait. Maintenant, voilà, c'est pas forcément ce qui peut, on va dire, plaire à la grande majorité. Et je sais qu'on a plus un public de personnes déjà renseignées sur l'univers et qui veulent vraiment approfondir. Nos vidéos ne sont pas forcément tournées vers les personnes qui ne lisent pas vraiment, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que même si j'essaye de vulgariser le plus possible et d'être la plus claire possible, j'ai quand même l'impression que parfois, malgré moi, bah, les sujets sont quand même pas peut-être les plus intéressants pour le grand public, et que c'est vraiment, comme je disais, plus tourné à des personnes qui connaissent déjà ou aiment. Ici, voilà, la vidéo sur Beowulf m'a posé quelques soucis. C'est un peu moins pour les moldus, on va dire. Voilà, la vidéo sur Beowulf m'a posé souci parce que, comme je disais, il y a des trucs que j'ai carrément omis. Parce que j'étais en mode, je vais les perdre, je vais perdre les gens quand je vais raconter les trucs, quoi, c'est pas possible. Déjà, il y a beaucoup de citations et elles ont leur besoin d'être présentes. Heu, c'est le but. Heu, mais donc voilà, commencer à donner trop de détails, trop de choses, ça peut être vu comme un manque de précision, et en même temps, ben voilà, c'est essayer de trouver le juste équilibre entre qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux enlever et qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas, dans la présentation, donc voilà. Comme je vous disais, l'histoire de la harpe, je l'ai omise, vraiment. C'est un choix voulu. Par exemple, j'aurais pu, mais c'est comme, pas rentrer dans les explications des chants funéraires, ne pas mentionner, le bûcher de Théoden, c'est des choses à faire pour les pour les moldus. Voilà, et ça, c'est un petit peu la réflexion à chaque fois qui est là quand je fais une vidéo un petit peu plus compliquée, on va dire. La vidéo, par exemple, sur, le racisme. Comment vous dire? Si vous saviez si vous saviez ce que j'ai supprimé. J'ai supprimé, mais de ces trucs, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, hein. Mais, elle a été bien reçue, la vidéo sur le racisme. Mais écoute, assez bien. Je m'attendais à Vu qu'elle parlait du darwinisme, à certains moments, je m'attendais à être, incendiée, Et je et déplore. pas du tout, figurez-vous. Je me suis pas fait insulter. On a beaucoup de commentaires, que je regarde vite, mais voilà, les gens disent que c'est une bonne vidéo, merci pour la clarification, sujet intéressant, et cetera. Je sais que sur, Facebook, et cetera, on m'avait dit que justement on avait peur que ce soit, une vidéo où justement je souhaitais faire la morale aux gens, et j'ai tout fait pour que la vidéo ne soit pas qu'à aucun moment tu ne sentes, une volonté de ma part, de, moralisatrice. Vraiment, c'était juste je voulais c'est extrême l'exercice était périlleux parce que, heu, je voulais vraiment pas, qu'on se dise, «Elle essaye de nous dire, ce qu'elle veut», et mon but, c'était d'essayer de donner vraiment des trucs en disant: «Bah, voilà, il y a ça, 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 et d'après, bah, telle personne, c'est ça, et d'après telle personne, c'est ça», et etc. Et voilà, c'est les risques quand on approfondit les choses, mais certaines vidéos peuvent être vues par tout le monde, ça dépend du thème. Ouais, ouais, ouais. Hem, la vidéo sur le racisme, comme je disais, le darwinisme, c'est un sujet extrêmement, touchy. C'est un sujet qui, fait criser très rapidement, certaines personnes. Pour ça que j'avais un peu peur de parler du darwinisme, hein. J'ai mis des gants, jusqu'au-dessus. Ortica, coucou, comment ça va?
Alors voilà, j'ai essayé de, dans la mesure du possible, de faire ce que j'ai pu et la plupart des gens ont bien compris ça. Donc j'étais très contente pour la vidéo sur le racisme. Parce que j'avais tellement peur. Vous n'imaginez pas l'état psychologique avant la sortie de la vidéo. L'heure avant sa sortie, j'allais comme ça. En me disant, c'était juste avant les élections en France. Hein, et j'allais comme ça. Je me suis dit, c'est le moment de la sortir. Et donc, c'est la période qui m'a poussée à l'écrire. Et j'ai pondu en 3 jours. Mais c'est 3 jours où mon cerveau... j'ai fait que ça. Tu as de la chance, ce soir tout est possible dès minuit. Comment ça tu as de la chance, ce soir tout est possible dès minuit? Quoi? J'ai gagné au loto? Je vais pouvoir m'acheter l'édition à 250 balles de... Oui, je sais que c'est Halloween, mais on est le 31 octobre et selon la légende, il paraît que... Vas-y donc, Ortica. Je ne sais pas, il y a une légende. Il y a 0 risque de toute façon, les fans du SS. La mouette, tu sais quoi? Je devrais juste arrêter de te lire. Mais t'as des takes mais affreuses ce soir. Vraiment. D'habitude, ça va, mais aujourd'hui, t'es pas en forme. T'as mangé trop de sucre ou comment ça se passe? Les bonbons, c'est pour les petits, hein? Bah, il fait comme chaque mouette. C'est peut-être ça, l'Impucci. Donc, je te laisse poursuivre. On est le 31 octobre et selon la légende, il paraît que... Je saurais pas poursuivre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Attends. Qu'est-ce que je pourrais dire? On est le 31 octobre et selon la légende, il paraît que... Je sais pas. Je peux même pas faire de rime. Oui, ça ne me dit vraiment rien. Dans le chat, vous comprenez Bah, tu dis que t'as peur des réactions des gens. En fait, c'était pas tellement la réaction par rapport... Enfin, j'avais peur qu'on me prenne pour une moralisatrice et ok, ça m'a pas été pris. Mais j'avais surtout peur à cause du darwinisme. Hein. La mouette, je crois que tu te rends pas compte. Hein. Dès que tu mentionnes le darwinisme, il y a des gens, ils deviennent dingues. Hein. C'était pas tellement le fait de dire de Tolkien que potentiellement il avait des takes racistes ou etc. C'était pas du tout ça. J'avais vraiment peur du Darwin. Vous savez qu'en néerlandais, oiseau, ça se dit vogel. Ah, c'est vrai, hein? Vous pouvez aller vérifier. Du coup, c'est marrant qu'un oiseau, bon, un oiseau de mer, sur les chats, t'as envie de lui dire vogel. La porte s'ouvre, c'est un moment suspendu entre deux mondes. Elle doit faire un rituel spécial. Comme Vogel en allemand. Oiseau aussi. Ah mais voilà, c'est un mot. Je savais pas du tout. Je savais pas que c'était comme en allemand, mais ça m'étonne pas. Hein. C'est des langues, des langues germaniques. Bon, pour ça, l'anglais aussi est une langue germanique et pourtant c'est barde. Et raconte-nous pourquoi on aurait peur du darwinisme, parce qu'a priori c'est pas faux. Non, c'est pas ça du tout, Ortica. En gros, il y a quelques mois d'ici, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Est-ce que le Seigneur des Anneaux est raciste ?» Est-ce que Tolkien est raciste? C'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de ma personne pour l'écrire. Vraiment beaucoup. Beaucoup de réflexion. Parce que c'est un sujet que, en amont, c'était déjà un truc qui me travaillait beaucoup. Mais là, l'écriture, j'ai vraiment tout donné. Et j'avais peur, en fait, parce que c'est un peu comme le créationnisme. Il y a vraiment des gens qui peuvent vriller sur ce genre de sujet. Donc voilà, c'est pas une question de dire c'est vrai, c'est faux. Voilà, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est que potentiellement, après avoir sorti cette vidéo, puisque j'étais obligée de mentionner ça, puisque Tolkien faisait partie d'une autre génération. Voilà. Et, à partir du moment où tu as des guerres raciales dans le désert, il s'arrête. Bah non, la mouette. Tu as lancé une idée opinion via une vidéo de toi. Non, justement, j'ai pas lancé une opinion. J'ai décidé d'exposer des faits et des analyses n'émanant pas de moi dans une vidéo. Donc je n'ai pas parlé de moi, en fait. Là est toute la nuance. C'est que j'ai expliqué les différentes opinions de Tolkien qu'il avait données, les différents points qui suscitaient des interrogations pour certaines personnes, et puis les analyses de personnes
d'académiciens, de personnes qui ont travaillé sur l'univers de Tolkien, etc. Mais je donne pas mon avis. La seule prise de position que j'ai, c'est un texte de quand il était adolescent que j'ai pas mis. C'est la seule liberté que je me suis permise dans la vidéo. D'ailleurs, j'ai ban quelqu'un de la chaîne parce qu'il a mis tout le texte en commentaire. Et j'étais en mode, mais mec, si je le mets pas dans la vidéo, c'est pas pourquoi tu le fous du jeu. Voilà. Faut rester mesuré et neutre. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ça, c'est la vidéo qui m'a fait le plus peur de toutes celles. Vraiment. Le nain respire si fort que nous aurions pu le tuer dans le noir. Le nain déteste les elfes perversément. Le noir. C'est beau le noir. Très belle. Faut savoir que si les elfes détestent les nains, c'est parce que ces derniers méprisent la nature et les armes en partie. Oui, bah c'est noté. C'est pour ça que Yavanna supplie la création des Aisnes. Et c'est chouette de partager des avis. Mais oui, bah c'était un peu le but, c'était pouvoir... Voilà, j'avais pas envie d'être... En fait, je voulais pas donner mon avis sur la question. C'était vraiment essayer de donner des pistes aux gens. Dire, bah voilà, on dit que Tolkien est raciste, pourquoi. Mais à côté de ça, Tolkien, il a dit ça sur ça. Il était positionné ça sur ça. Il a dit ça sur tel sujet politique de son époque. Il a dit ça sur telle chose. Mais qu'est-ce qui est... Voilà. J'ai trouvé cette vidéo très bien en tout cas. Merci beaucoup, Ramastam. Elro, il m'a vu dans tous mes états pour cette vidéo. Franchement, il a morflé le pauvre. Je vous assure qu'il a morflé cette vidéo. Tu as trouvé le bon ton, je pense, à la bonne approche. Merci. Merci, parce que c'est pas... Je l'ai fait... C'est rare que je fasse relire ma vidéo par d'autres personnes autres que ma maman. Ma maman, elle relit toutes mes vidéos quasiment. Et Elro aussi, hein, ça va de soi. Mais c'est rare que je demande à des personnes, à d'autres personnes de lire la vidéo. Là, j'ai fait lire par ma sœur et par ma meilleure amie. Parce que j'avais besoin d'être rassurée, quoi. Et elles ont pris leur travail hyper à cœur de m'aider, de m'aiguiller, de me dire attends, peut-être là, change ça. Ma sœur est anthropologue et du coup, elle m'a vraiment aidée pour la manière dont je pouvais parler du darwinisme. La manière... Elle a très peu changé ce que j'avais écrit, mais elle m'a quand même dit peut-être là, change la page, enfin la manière dont tu as écrit, etc. Bonjour le Rod, et ta fille? Ma fille, elle a 4 ans. C'est pas lire. Je l'ai pas vue cette vidéo, c'est bien ou pas? Non. Anthropologue, c'est quoi? Je suis plus. Bah, ça dépend quelle branche de l'anthropologie, mais l'anthropologie, c'est l'étude en fait des humains et plus principalement des comportements humains. J'avais besoin de partager ton texte. Après, peut-on différencier l'auteur d'une œuvre de sa personne? Non. Ouais. Ma sœur, elle est spécialisée dans une branche de l'anthropologie qui est l'anthropologie virtuelle. Donc, elle est spécialisée sur les études des groupes de gens dans les communautés en travers notamment les jeux vidéo. Et elle a fait donc des études d'anthropologue basiques, voilà, avec sciences sociales, sciences humaines, etc. Donc elle a eu une grosse formation là-dedans avant de se tourner vers... Et elle en pense quoi des oreilles pointues des elfes? Ma sœur? Je sais pas. Mais ma sœur a eu un énorme cursus justement qui parlait beaucoup de la mort. Et un jour, je lui ai dit, faudrait un jour que je l'invite sur un stream ou quoi, et qu'on discute, elle et moi, de la mort, qui est le thème principal chez Tolkien. Voilà. Dommage, à 4 ans, on doit avoir des arguments forts, non? Bah écoute, pour le moment, ma fille, elle est en mode, je joue avec Spidey et ses amis, donc Spider-Man et ses amis. Voilà. Des beaux arguments sur le racisme. Oh, faudrait pas qu'elle m'étudie, elle pèterait la mort. Oui, la mort. La mort. Je suis personnellement fascinée comment une œuvre d'un auteur plutôt conservateur peut à ce point toucher les gens et être réappropriée par des gens de l'autre côté de l'échiquier politique. C'est plutôt beau, je trouve. Bah, elle est reprise par tout le monde. C'est ça, tu vois, Romestamo, qui fait que Tolkien n'aimait pas les allégories. Parce que tu vois, l'allégorie,
Ça veut dire qu'il a mis quelque chose de son propre gré dans son œuvre. Et tu dois pas confondre l'allégorie avec l'adaptabilité. Voir ce que tu veux dans l'œuvre, c'est toi en tant que lecteur qui le fait. Et son œuvre, elle est tout le temps reprise et subit l'adaptabilité. En aucun cas, c'est une allégorie voulue de Tolkien. Pourtant, beaucoup font l'erreur. Mais oui, c'est parce qu'ils confondent allégorie et adaptabilité. Il y en a beaucoup qui disent oui, Tolkien voyait ça derrière. Mais en fait, non. Lui, il voyait rien derrière. Et peut-être que inconsciemment, avec le recul, oui, il y a des choses où il se dit oh putain, c'est vrai que ça vient peut-être de là. Mais c'est pas conscient, en fait. Et toi, en tant que lecteur, t'essayes d'adapter ça à une vision que t'as. Alors qu'en fait, ça n'est pas forcément ce que l'auteur voulait, puisque ce n'est pas une allégorie, en tout cas conscient. Voilà. Allégorie et adaptabilité, faudra un jour que je fasse une vidéo là-dessus. Hein. J'ai plein de sujets de vidéos à faire. La mort, t'es gothique? Ben non. C'est tout relatif. Regarde les auteurs de érotique, de ghost, de science-fiction ou autres sujets qui sont à caution. Sont-ils en tant qu'auteurs sujets à des empreintes via leurs écrits ou existe-t-il une frontière inaliénable? À des empreintes via leurs écrits, sujet à des empreintes. Coucou Médalf, comment ça va? Médalf, c'est ma famille. J'espère que tu vas bien. Ça me faisait rire que les hippies à l'époque ont repris Le Seigneur des Anneaux adapté à leur sauce alors que Tolkien les aimait pas. Mais oui, mais tu vois, ça c'est le principe d'adaptabilité et c'est ça qui est... C'est ça qui fait que Tolkien peut être repris par qui tu veux parce qu'à partir du moment où... C'est ça en fait. Tolkien ne t'a pas donné de par sa manière d'être et sa manière de décrire son œuvre et sa manière étant plongée dans des racines mythologiques mais transversales européennes, en tout cas occidentales, bah en fait il en a fait un terreau fertile pour l'imaginaire occidental et ça permet à des personnes comme nous à l'heure actuelle de pouvoir vraiment adapter ça à ce qu'on connaît aussi depuis des années. C'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on lit des essais ou autres sur Tolkien. Oui. Oui. Déjà, il faut faire attention parce que certaines positions sont claires et nettes. Hein. Je vous ai montré il y a quelque temps un livre que je ne recommandais pas, que j'avais voulu acheter pour en savoir bien me regarder. Ah, mais je suis contente, si tu vas bien, Médal. Ceux qui ont compris. La littérature de par le monde est plus que grande. Un auteur peut penser idem qu'un autre il y a 100 ans en arrière. La littérature de par le monde est plus... Un auteur peut penser la même chose qu'un autre il y a 100 ans en arrière. Et pour le futur, tu vois, là, c'est encore une question d'adaptabilité. À partir du moment... Déjà, quand tu lis quelque chose, bah souvent, même si la personne essaye d'être la plus neutre possible, elle reste dans une certaine... En tout cas, la littérature, vraiment littérature. Hein. Raconter des histoires. Hein. Je parle pas de trucs scientifiques ou autres, hein, c'est différent. Quand c'est de la littérature et que c'est... Tu vois, ça passe par le prisme d'une personne par rapport à ce qu'il a écrit, par rapport à sa vie, ses expériences, ce qu'il a entendu. Et Tolkien, lui, il te montre ça. Ses textes, c'est beaucoup d'inspiration médiévale. Mais pas que. On a des influences des précurseurs de la fantasy comme William Morris, etc. Quoi. Donc, lui, il s'est nourri un petit peu de partout. Voilà, Tolkien, il est né il y a plus de 100 ans maintenant. Son œuvre, elle est gigantesque. Hein, et pourtant, on arrive encore aujourd'hui à l'adapter pour nous. À faire qu'il y ait un écho par rapport à nous. Toutes les écritures et tout ce qu'un auteur a écrit n'est peut-être pas possible, mais Tolkien, là, je pense qu'il existe d'autres auteurs. En lisant leurs œuvres, on pourrait voir ça. Et que ça réponde très fort à un besoin de trouver des réponses et des sources de courage. Parce que l'inévitable est devant nous. La vie, la mort. Les textes, c'est une sorte de catharsis. C'est pour ça que si on veut savoir le fond de sa pensée, Tolkien, il faut lire ses lettres. Oui. On a beaucoup de pistes là-dedans.
d'ailleurs des prises de position terribles, notamment contre les gens qui coupaient les arbres et tout. C'est un écologiste avant l'heure, hein. C'est un amoureux de la nature et c'est magnifique. Déjà un mec qui dit que la bouffe française c'est dégueu alors qu'il mange des chips au vinaigre, merci quoi. Mais ça c'est différent, la mouette, tu vois, ça c'est une opinion, c'est un goût, tu changes pas ça. C'est un goût. Le palais, il a évolué dans une sorte de cuisine, et c'est parfois compliqué. Ça n'a rien à voir avec les fameuses lettres de Tolkien écrites par sa femme de ménage. Ah bon? Ah bon? Elle a écrit des lettres, sa femme de ménage? Paradoxalement, Platon et ses petits copains étaient déjà dans l'idée à apprendre des fantasmagories ou de légendes vers son les auteurs comme bah justement, j'ai parlé il y a quelques jours de sur des vidéos courtes. Je parlais justement du complexe de l'Atlantide. Et donc, beaucoup de personnes me disaient oui, mais est-ce que Tolkien s'est pas inspiré de Platon? Et oui, tu peux faire un parallèle avec voilà, l'Atlantide et même l'anneau de Gigès, peu, sans aucun problème. Maintenant, c'est sa vision à lui, c'est des inspirations. Comme les textes médiévaux, je parlais de Beowulf tout à l'heure, c'est un texte qui date du Xe siècle au XIe siècle. C'est plus tout jeune non plus, quoi. Simplement, l'histoire nous donne un vivier. Mais c'est ça. Et ce qui rend l'œuvre de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux aussi incroyable, c'est qu'il a réussi à s'approprier une mythologie européenne, parce que c'est principalement européen, qui nous parle, nous, encore plus, qui avons grandi là-dedans. Ça nous donne vraiment un terreau. Enfin, ouais, c'est comme tu disais, c'est un vivier. En fait, ça nous lie tous. C'est pour ça que je crois que tu vas dans n'importe quel pays, tu trouveras des fans du Seigneur des Anneaux. Et c'est hyper parlant parce que c'est des histoires que tu connais. C'est intéressant ce que tu dis. Merci. En fait, c'est comme s'il avait pris toutes les mythologies, qu'il avait fait un melting pot des trucs qu'il aimait bien. Et ça a marché. La cocotte a pris. Parce que quand on voit Kullervo, Beowulf, la bataille de Maldon, Sir Gawain et le Chevalier Vert, la chute d'Arthur, on a plein de textes médiévaux qui l'ont poussé. Hein. Ouais. Plein de sujets. Ça me fait plein de... C'est trop bien. Je parlais avec vous là et j'ai plein de sujets. Maintenant, il va falloir se calmer et se dire... Lequel... Je suis sûre, la mouette, que tu peux faire, tu peux trouver avec Tristan et Iseult. Déjà, il y a la chanson de Roland. Dans le sens où, voilà, oui, les premiers arrivés ne sont pas forcément les premiers services. Seul compte ce que l'on pond aux yeux de bien. Ce que l'on pond aux yeux de tous. Ces ponts, verbes sont bizarres. C'est normal? On pond des œufs. On pond quelque chose, hein. Simple, on y a pensé, mais un autre l'a pas. Ça, c'est possible. Une idée n'est pas forcément... t'appartient pas rien qu'à toi forcément. Dans le sens où c'est ton idée, mais peut-être que c'est quelque chose, si c'est pas une opinion en tout cas, c'est quelque chose que tu peux partager avec d'autres. C'est personnel, mais ça peut être partagé parce que c'est interne. Maintenant, voilà, il y a le cadre, un livre sur un sujet que tu as pensé, mais la manière dont tu l'as écrit n'est pas forcément la manière dont l'autre l'aurait écrit. Même la manière dont il l'aurait raconté. Je suis sûre que tu demandes à Tolkien en rêve de faire une vidéo sur, je sais pas moi, comme j'ai fait La mort de Boromir, ça n'aura rien à voir avec celle que j'ai faite. Tant mieux. Parce qu'on n'a pas du tout la même manière de raconter les choses, pas la même manière de voir les choses par rapport à Tolkien, par rapport au texte, etc. Donc, super intéressant. Le premier cauchemar dont ma fille se souvient, je lui avais lu l'histoire la nuit même, elle avait rêvé qu'elle se faisait bouffer par un loup chez sa grand-mère. Horrible petit loup. C'est trop triste, c'est trop triste. Pas la manière, c'est propre à soi, non, ni le sens, mais la forme et le fond. Mais la forme et le fond parfois se recoupent. Oui, c'est comme on peut avoir les mêmes idées, mais pas la même manière de les... Je commence à être fatiguée à 6h en fait. Oui, mais on n'y attache pas d'un trait de dos. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Coucou, je débarque, je ne savais pas qu'il y avait des streams lités sur Twitch. Tu veux dire des streams littérature on parle de littérature en général ou de stream lecture ou de streams sur Tolkien ou des streams de Faustéa qui lit ou des streams de Faustéa qui... Je sais pas, il faut que tu sois plus précis, Tradodo. Me connais-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Stream orienté, littérature, lecture, oui. Bah en fait, Tradodo, je t'explique,
Je suis méga fan de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Donc en fait, moi je fais de la création. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Écodimladrices où je fais des vidéos là-dessus. Et je fais des vidéos courtes aussi sur d'autres réseaux. Et donc moi je parle vraiment que de ça. Ma passion dans la vie, c'est Tolkien. Parce qu'on pense souvent que c'est juste le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, mais il y a beaucoup plus que ça. Et beaucoup d'ouvrages qui sont hors de la Terre du Cola. Là aujourd'hui j'ai lu un passage un peu effrayant du Seigneur des Anneaux. Et donc j'ai parlé aux présentations des livres ici que j'ai reçus. L'Encyclopédie de la Terre du Milieu. Puis on a fait un débrief d'une des vidéos. Et puis là on parlait un petit peu littérature en général. Mais c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de Tolkien qui est vraiment le sujet. Est-ce que j'écris à part les vidéos, non. Je n'aime pas tellement ça, écrire en réalité. Moi je suis un verre de bibliothèque. Moi je... Mais bienvenue, voilà, Tradodo. Tu sauras, tu sauras qui je suis. Je suis la dingue du Seigneur des Anneaux. Voilà. Tu aurais aimé vivre à cette époque. Quelle époque? Ok, tu rencontrais plus via les vidéos qu'avec les écrits. Oui, mais moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est partager. Je suis pédagogue, donc voilà. Moi par nature, à la base je voulais être prof, donc j'ai un côté très pédagogue et je l'ai trouvé. C'est partager, c'est faire apprendre aux gens des choses sur ma passion dans la vie. Voilà. Comme des gens qui sont passionnés par la pêche. Moi je suis passionnée par les écrits. Alors, je suis traductrice de métier, jeux vidéo, logiciel. Oh, trop chouette ça. Donc, le soir, c'est dur de lire beaucoup, mal aux yeux. Oh, je comprends. J'ai commencé à lire le SDA il n'y a pas longtemps, novice total. Bienvenue. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je peux te conseiller, si tu as du mal à lire Le Seigneur des Anneaux, je peux te conseiller un super podcast qui s'appelle Les Pages du Milieu. C'est 3 Belges qui sont super sympathiques. Et qui font le Seigneur des Anneaux chapitre par chapitre. Et ils viennent de commencer le Silmarillion ici. Et donc voilà, c'est les pages du milieu. Ça peut accompagner ta lecture. C'est quoi être pédagogue? Est-ce être à l'écoute? Non, c'est être quelqu'un qui explique bien, qui transmet son savoir pédagogue. C'est-à-dire que j'aime partager et expliquer et faire comprendre. Voilà. Enseigner avec plaisir, très dodo. Mais donc voilà, moi, si tu traînes un petit peu par ici, Tradodo, c'est beaucoup du Seigneur des Anneaux que tu vas manger. Voilà. Parce qu'il y a encore beaucoup de livres qui ne sont pas encore traduits en français. Et vu que je lis l'anglais, j'ai accès à d'autres ouvrages que une grosse partie du lectorat francophone. Et ça me permet de pouvoir essayer de parler un peu de tout ça. Et puis, la plupart du temps, les gens sont beaucoup orientés sur juste l'histoire du Seigneur des Anneaux et à la limite un petit peu ce qu'il y a dans d'autres ouvrages. Moi, ce qui me passionne le plus, c'est la vie de Tolkien, ses influences, etc. Donc, je suis un peu spéciale. De la vulga. Je suis spéciale. Je m'en rends bien compte, ne vous en faites pas. Merci Ortica. Ah, voilà. Il est 22h22, c'est l'heure de faire un vœu. Allez, tout le monde fait un vœu. Je dirais pas c'est quoi moi. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Mais oui, pour tous ceux qui sont encore là et qui sont pas encore au courant, je serai demain. Voilà, je vous l'annonce, hein, parce que ça n'a pas encore été totalement annoncé, mais je serai chez Tolkien en bref demain. Je ne vous dis pas pourquoi ni avec qui. Mais voilà, demain, vous me retrouverez chez Tolkien en bref. Demain soir, je pense, vers 21h30, je crois qu'il avait été question. Voilà. Vous me retrouverez chez Tolkien en bref pour fêter avec eux les 3 ans de leur chaîne. Faire un anniversaire chez Tolkien en bref pour fêter tout ça. Donc vous me retrouverez là-bas demain. J'espère vous y voir tous motivés. Sera donc avec évidemment Limbaire et Alexis qui veulent présenter comme... Maintenant voilà. Ouais. Moi je vais aller me reposer. Je suis fort fatiguée. Et puis les Avengers du Tolkienverse francophone. Limbaire, Alexis et moi. On est les Avengers là.
C'est vrai que Romestamo, toi tu squattes un petit peu notre chat, donc on te connaît bien. Tu nous aimes bien, je pense. Mais merci à vous pour d'être restés. Oh, belle soirée, Medalf. Merci beaucoup, Tradodo. Si tu veux découvrir ce que je fais, Tradodo, j'ai ma chaîne YouTube, normalement il y a le lien en dessous. Ça s'appelle Les Échos d'Imladris. Si tu me découvres, un bon moyen de me découvrir, c'est par là. J'aime beaucoup ma chaîne YouTube, j'y mets beaucoup de mon cœur et de ma passion là-bas. Donc si tu veux me découvrir un petit peu là-bas, c'est... Et donc voilà, demain soir, je serai chez une autre chaîne YouTube qui s'appelle Tolkien en bref. Et on fête Dimadris, non, Imladris. Non, c'est le nom elfique de Foncombe, là où habite Elrond. Ça s'appelle Imladris. La place de Foncombe, notée. Voilà. Donc rendez-vous demain chez Tolkien en bref. Et donc passez tous une belle soirée. On se retrouve demain. Voilà. J'espère vous y voir. À me dire coucou dans le chat. Allez, à demain.